Salut tout le monde! Bienvenue à la saison 2 de Entre Génies. On est super fiers de continuer ça. On a des beaux épisodes pour vous. On est très content du résultat de la saison 1. On espère que la saison 2 va être encore meilleure. J'espère être capable de vous livrer encore plus de podcasts, des podcasts de qualité, puis d'être évidemment un meilleur animateur peut-être, qui sait. J'espère que vous avez passé un bel été, pris le temps d'en profiter. C'est important de relaxer, de décrocher pour revenir en force en début de session, d'avoir une belle rentrée, de faire des parties de manière raisonnable. Hein? Mais on prend le temps de se faire du fun, de faire des belles rencontres. Ça sert à ça l'université. Profitez-en. C'est un passage qui va être exceptionnel dans votre vie, que vous allez vous rappeler tout le temps. Fait que prenez le temps de faire ça comme il faut. Il y a plein de belles opportunités pour vous. Fait que profitez-en. Sinon, sur une autre note, c'est le départ officiel de Phil. Fait que ça, on est vraiment, vraiment triste de tout ça. Phil va être à l'ETS en matériaux innovants. Il va vivre sa meilleure vie, Phil, par contre. On va l'encourager vraiment, vraiment dans ce qu'il fait. Puis il va être excellent là-dedans. Mais surtout, Phil, je tiens à vous dire que c'est vraiment, vraiment grâce à Phil qu'il y a le podcast. C'est Phil qui avait entrepris toutes les démarches administratives pour faire ça. C'est Phil qui avait mis en place tout pour les comptes Facebook et tout. Il avait vraiment, vraiment pris le temps de tout faire ça avec Thomas Giguère aussi. Tom, que je remercie vraiment, vraiment. Tom qui est rendu chez RevTech Systems. C'est deux gars qui m'ont énormément aidé puis qui m'ont vraiment, vraiment motivé à faire ça. Fait que les deux, je leur souhaite le meilleur dans leur carrière. Phil puis Tom, c'est sûr que je vais continuer à les croiser, mais vous, si vous êtes capable, allez leur faire un petit heads up, un petit message. Hey, merci d'avoir fait le podcast, vraiment. Écrivez-leur si ça vous a marqué. Je pense qu'ils vont être vraiment, vraiment, vraiment contents de voir ça. C'est deux super bons gars, ils vont aller loin. Fait que, encore une fois, les boys, merci infiniment pour le lait que vous allez faire. C'est assez exceptionnel ce que vous avez fait. Sinon, sur une autre note, la saison 2, c'est quoi? Ben, on commence avec un cadeau. Quel genre de cadeau? Un cadeau de Daniel Côté. Daniel Côté, c'est un des professeurs qui, pour tous ceux qui sont en génie physique, ça a été, on dirait, un passage marquant carrément. Vraiment, une personne qui les a changés pour toutes sortes de raisons. Daniel est enseignant à 5 cours en génie physique. Ça fait une charge assez incroyable de travail à faire. Mais Daniel, il est pas reconnu pour ça. Daniel est reconnu parce que c'est un être extrêmement charismatique, extrêmement gentil. Vraiment, il prend son travail à cœur, puis il est passionné, ça apparaît, il transpire de la passion carrément. C'est vraiment une rencontre phénoménale que j'ai faite, puis j'ai eu exactement le même sentiment que ce qu'on m'a raconté, puis j'espère vraiment que vous allez avoir le même aussi. Dans ce podcast-là, on a parlé de quoi? On a parlé de recherche parce que M. Côté, il est au centre de recherche cerveau. Fait que il travaille beaucoup en optique pour diagnostiquer des maladies, on va dire, qui sont neurologiques. Fait que on n'est pas capable nécessairement d'aller voir. Fait qu'il faut utiliser des outils d'ingénierie pour aller voir plus précisément ce qui se passe dans ces systèmes-là. On a aussi abordé son secret pour être autant productif parce que là, vous allez comprendre que M. Côté reçoit une quantité phénoménale de courriels. Il y a une compagnie, il y a une famille, puis il enseigne 5 cours. Fait que on parle de quelque chose d'un peu surhumain. Là. On se demanderait comment c'est possible, mais somme toute, il réussit à le faire. Puis il y a un bon truc. Fait que j'espère que vous allez vous rendre jusque-là, parce que honnêtement, c'est un truc qui vaut la peine d'être entendu. Puis la manière qu'il en parle, ça a l'air le fun de faire tout ça. On y croirait pas, mais vraiment, là, il prend un plaisir fou. Puis justement, on parle aussi beaucoup de sa compagnie. Ben beaucoup. On aborde sa compagnie, puis justement, c'est quoi son rôle à travers ça, puis pourquoi il fait ça, en quoi ça a commencé. Fait que c'est vraiment des choses qui sont super intéressantes. On parle aussi de sa passion pour l'enseignement, parce que comme je l'ai mentionné plus tôt, il y a vraiment une passion profonde pour l'enseignement, puis il y a une philosophie très définie à propos de ça, puis c'est, je pense, ce qui fait qu'il est un enseignant exceptionnel. Fait que je pense que c'est quelque chose qui vaut vraiment la peine d'être entendu, parce que nécessairement, vous allez enseigner plus tard à vos enfants, à des collègues, à toutes sortes de personnes autour de vous. Fait que je pense que c'est important de s'imprégner de ça pour comprendre pourquoi il laisse autant de rétention dans ses élèves. C'est assez défini là, la raison pourquoi. Puis sinon, on abordait aussi le thème d'équilibre. Monsieur Côté est extrêmement équilibré, puis il a développé des super bonnes techniques justement pour jongler avec tous ces paramètres-là dans sa vie. Puis vraiment, là, il y a une approche vraiment, vraiment, vraiment saine et belle. Donc, j'espère
que vous allez pouvoir en profiter de ce podcast-là autant que j'en ai profité. Il y a bien d'autres sujets que j'ai pas mentionnés parce que, à un moment donné, il faut que je fasse finir cette intro-là. Mais ça ressemble à ça. Fait que, sans plus tarder, je vous laisse débuter ce podcast exceptionnel. Bonne écoute à tous et merci d'être là pour la saison 2. À plus. Donc, tout d'abord, M. Côté, merci énormément d'avoir fait du temps dans votre horaire pour venir au plateau. C'est vraiment apprécié. Ben, ça me fait plaisir. Donc, je commencerai tout de suite avec notre question classique qui est quel est votre parcours? On parle tout le temps de l'école secondaire, cégep, université, sport, carrière envisagée. On veut vraiment faire le tour de qu'est-ce qui vous a mené à aller en génie physique? Ah, ben ça, d'abord, moi, j'ai toujours voulu faire de la physique. Ça, je voulais faire de la physique. J'étais en secondaire 1, je n'avais jamais fait. Mais ma sœur aimait pas ça, fait que des fois, je sais pas. C'est peut-être parce qu'elle aimait pas ça que j'ai décidé que j'aimais ça. Mais j'ai commencé, je suis allé à l'école secondaire François Bourin, qui est une école secondaire à Beauport. Puis j'ai eu des excellents professeurs, c'était vraiment bien. C'était un moment où j'ai eu en fait un professeur de physique là, qui était particulièrement un excellent pédagogue que j'ai bien aimé, Monsieur Laure. Puis dans ces années-là, j'ai fait mon secondaire là, comme tout le monde. C'était à l'adolescence. Fait que j'ai fait mes cours, ça allait très bien. Puis je jouais beaucoup, je faisais beaucoup de badminton. J'ai fait énormément de badminton quand même à un bon niveau. Puis après ça, du volleyball. Fait que puis beaucoup de musique parce que je jouais de la guitare, j'avais un band avec un de mes amis. Fait que on se gardait occupés. C'était vraiment des belles années là, autant pour l'école que pour le social. Puis par la suite, je suis allé au Petit Séminaire de Québec qui n'existe plus, le petit Séminaire de Québec collégial. Ça, je ne sais pas quand, mais ça a fermé. Mais j'étais là de 90 à 92. Fait que ça, c'était un tout petit cégep, vraiment minuscule, que j'ai bien aimé. J'ai eu encore une fois des excellents professeurs, surtout en mathématiques, qui étaient vraiment excellents, mais aussi en physique, que j'ai vraiment adoré. Puis tout de suite après, là, ça a été le bac en physique, en fait, à l'Université Laval. Puis là, vous allez voir pourquoi, parce que j'ai fini ingénieur plus tard, mais le bac en physique, on faisait ça. C'est vraiment avec les gens de génie physique aussi. Là. Physique et génie physique se suivent beaucoup dans les cours. Le cheminement se ressemble beaucoup au début, puis après ça, il y a une petite séparation. Puis moi, j'étais très heureux en physique à ce moment-là, puis il n'y avait pas de problème. Puis j'ai fait mes choses. Puis ensuite, j'ai terminé mon bac, puis je suis allé faire une maîtrise, puis un doctorat à Toronto. Fait que je suis parti en 95. Là, j'ai fait une maîtrise en, on va dire, physique du laser ou physique des semi-conducteurs. En tout cas, souvent, là, ils appelaient ça la physique ultra rapide ou la physique des matériaux. C'était pas tant les matériaux qui nous intéressaient que les interactions entre la lumière et la matière. Mais donc, j'ai fait ça. J'ai adoré ma maîtrise. Mon doctorat, ça a été plus long. Les doctorats étaient un petit peu longs à Toronto. Ça m'a pris 6 ans. J'étais dans la moyenne, en fait, à 6 ans. Ici, à 6 ans, ça serait bien au-delà de la moyenne. Mais donc, tout ça pour dire qu'à la fin, c'était, juste pour avoir un peu de contexte, là, quand je terminais mon doctorat, c'était 2001, 2002, 2003. C'était ces années-là. Puis dans le monde de l'optique ultra rapide, les Nortel de ce monde, JDS Uniphase de Ottawa, tout ça, tout ce qu'ils cherchaient, c'était des gens avec des backgrounds comme le mien. Mais j'avais passé les entrevues et tout ça, puis je voulais sortir de l'académique à ce moment-là. Ça avait été un petit peu difficile avec mon superviseur qui était pas nécessairement facile, mais c'est pas grave, on s'est rendu à la fin. J'avais fait les entrevues pour parler à Nortel, j'avais eu mes entrevues avec JDS, puis ils donnaient des super beaux salaires, puis c'était tout ça. Mais en même temps, je savais que j'aimais la recherche. Puis je me disais, pourtant, j'aimais ça quand j'ai commencé, là, j'aime moins ça parce que ça a été plus difficile. Peut-être je devrais prendre mon temps avant de sortir puis d'aller dans l'industrie. Fait que finalement, à ce moment-là, ma blonde dans ce temps-là, qui est devenue ma conjointe plus tard, on était les deux à Toronto, elle finissait. J'ai dit, dans ce cas-là, je vais faire un postdoc. Je vais aller, je voyais souvent dans les parties de Noël de ma conjointe, il y avait le mari d'une technicienne qui était un physicien médical.
Fait que souvent, quand j'étais avec un groupe de biologistes puis de biochimistes, là, parce que ma conjointe est immunologiste, quand j'allais dans les parties de Noël, disons que je pouvais bien parler, c'était bien agréable de parler avec les autres, mais c'est sûr que j'avais beaucoup d'atomes crochus avec l'autre physicien qui était dans la salle. Puis il me parlait de ce qu'il faisait, puis je trouvais que ça avait l'air bien. Puis vers la fin, il m'a dit, viens donc faire un petit tour, là, viens voir ça a l'air de quoi à l'hôpital. Puis j'étais allé, puis finalement, j'ai vu ce qu'eux faisaient, puis ce que lui s'appelait Michael Bronskill. Ce qu'il faisait, lui, c'est pas quelque chose qui m'intéressait particulièrement. C'est pas que c'était plate, mais je sentais pas que j'étais compétent dans ce domaine-là. Mais j'ai rencontré d'autres personnes, puis c'est Alex Vitkin en particulier, qui est devenu mon superviseur de postdoc au Cancer Institute à Toronto. Puis là, au début, quand j'ai fait ça, j'ai fait « Oh mon Dieu, qu'est-ce que je suis en train de faire? » Puis je suis arrivé là au début avec mon background de physique, de semi-conducteur, puis on modélise, on fait des modèles, puis j'arrive dans un monde où il y a du sang, il y a des tissus, il y a des patentes, il y a du monde malade. Le laboratoire de Frankenstein. C'était un monde complètement martien pour moi. Puis le premier mois, là, ça a été un mois de syndrome d'imposteur là, tous les jours. Là. C'est qu'est-ce que je fais ici? J'ai pas les compétences pour être ici. Voyons donc. Parce que je changeais de monde. Mais assez rapidement, puis je dirais ça s'est passé en quelques mois, en 3 mois, à un moment donné, là, les gens, ils venaient me voir et ils disaient, moi, j'aurais besoin de programmer telle chose. Là, programmer, ça, je suis capable. Puis après ça, enfin, quelque chose que je suis capable. Oui. Puis là, là, les lasers ne fonctionnent plus. Je connais ces lasers-là. En fait, j'ai réparé ceux-là souvent. Tu veux faire un montage? Ça, je connais ça. Puis là, tout d'un coup, je me suis rendu compte que ce que j'avais appris dans mon doctorat, je pensais que c'était de la physique des semi-conducteurs puis de la physique ultra rapide, mais c'est pas ça. J'avais appris à régler des problèmes. Fait que quand je suis arrivé là-bas, au début, c'était insécurisant, mais assez rapidement, je fais « mais non, mais les stratégies de solution de problèmes, je les connais. Ton laser est brisé, je vais t'aider. Oui, ton laser, il n'est pas pareil comme celui que j'avais, mais c'est pas grave, on va s'en occuper. » Puis là, j'ai vu que j'aimais ça, puis là, j'aimais tellement ça que j'ai dit « là, ça sera pas assez, il va falloir que j'en fasse un autre postdoc. » Fait que je suis parti de Toronto quand ma conjointe a terminé son propre doctorat en immunologie, puis on est allé à Boston moi, je suis allé à Harvard Medical School pour faire un autre postdoc. Puis elle est allée à MIT. Puis on s'est retrouvés là pendant, on va dire, environ 3 ans. Là. Il y a eu j'ai eu mon poste à Laval vers la fin, là, mais donc, disons, on va dire 3 ans. Puis là, j'étais dans un monde encore différent parce que un de mes superviseurs de Toronto m'avait dit, qui s'appelle Brian Wilson, il m'avait dit, là, si tu veux aller dans le monde médical, là, fais pas semblant, là, puis vas-y. OK? Fait que va pas dans un labo là, d'ingénierie, là, va dans un labo là, qui sont les 2 mains dedans, que c'est sale, puis qui regardent des vrais problèmes. Fait qu'il m'avait recommandé d'aller avec Charles. Faut pas être trop vagal quand on s'inscrit. Non, c'est ça. Fait qu'il m'avait dit, il dit Charles Lynn, là, qui est à Harvard Medical School, là, au Wellman Center, qui est un très gros centre de photomédecine, il dit, va là. Même affaire quand je suis arrivé là, un syndrome de l'imposteur absolument incroyable je pense qu'il nous suit tout le temps, là. Puis c'était, mon Dieu, mais je connais pas ça, moi, les microscopes. Là, moi, j'avais fait d'autres choses. Puis finalement, encore une fois, tu te rends compte, regardons, c'est des problèmes que je connais. Ou c'est pas des problèmes que je connais, mais c'est des approches que je connais. La méthodologie, au final. Exactement. Puis aussi, après ça, avec le temps, là, j'étais rendu, j'avais 30 ans à ce moment-là, j'avais commencé à accumuler des connaissances techniques qui s'en venaient utiles. Puis là, tu fais, je suis capable, là, moi, de m'embarquer là-dedans. Puis là, ça a été absolument super, encore une fois, avec ces gens-là. Ça a été super inspirant. Puis là, après, ça a été le temps de se trouver un poste. Parce que là, j'étais encore intéressé à venir, à rester dans l'académique. Puis mon plan, c'était pas de revenir à Québec. Puis j'avais pas dit, je ne retournais pas à Québec. Mais on s'était pas dit, moi et ma conjointe, on retournera pas à Québec. Mais non, on voulait retourner où il y avait des possibilités. Puis moi, j'avais beaucoup aimé travailler avec Charles à Boston, puis Brian puis Alex à Toronto. À Toronto, ils faisaient du cancer. À Boston, ils faisaient de l'immunologie puis du cancer.
Puis à un moment donné, je suis allé dans une conférence de physique à l'Association canadienne des physiciens, puis il y avait Paul de Coninck qui était là, que je connaissais pas, mais je connaissais le nom de Coninck parce que je viens de l'Université Laval. Ouais. Puis il avait présenté, puis il présentait qu'il allait avoir un centre de neurosciences puis de neurophotonique à Québec. On était en train de mettre ça en place. Puis j'étais allé le voir, puis j'y avais parlé. Puis de fil en aiguille, j'avais parlé, je suis rentré par Paul, puis j'ai parlé à Yves. Yves, qui est devenu éventuellement, à ce moment-là, il ne l'était pas, mais il est devenu le directeur scientifique. Ils ont parlé à Réal Vallée, qui était le directeur du centre d'optique, puis tranquillement, de fil en aiguille, le fameux centre de neurophotonique qui se préparait, il cherchait quelqu'un qui avait une expérience en optique, puis en application en biophotonique. Puis cette personne-là, ça a été moi. Puis moi, ça faisait vraiment mon affaire pour une chose vraiment précise. Ça, c'était un choix conscient. C'est que, premièrement, la neuroscience, ça m'intéressait, mais il y avait vraiment l'intérêt que mes 2 groupes de postdoc ne faisaient pas de la neuroscience. Puis ça, c'était bien parce que ça voulait dire que je pouvais prendre toutes les technologies puis les choses, puis continuer à collaborer puis partager avec mes anciens patrons, au lieu d'aller faire un labo à côté qui fait la même chose que mon ancien patron, ce qui est souvent ce qui arrive. Parce que c'est contre l'esprit de la science un peu, ou est-ce que, tu sais, la science, j'ai l'impression qu'on veut peut-être plus merger, tu sais, j'ai peut-être pas le mot en français, mais merger 2 concepts, puis, tu sais, les faire avancer au lieu de juste comme chacun continuer de leur côté. Là. Oui, puis à ce moment-là, je me suis retrouvé, dès que j'ai commencé, j'ai eu des subventions en collaboration avec mes anciens patrons, parce qu'on avait des technologies, similaires, on va dire, mais avec des buts différents. Fait qu'on pouvait collaborer, puis tout le monde a gagné dans ça, puis moi, ça m'a aidé dès le début, puis surtout, ça a déjà mis la table à une culture de collaboration que ça, moi, j'ai toujours aimé, puis que j'ai toujours fait, puis favorisé. Puis en fait, les 2 m'ont donné le même conseil. Mais je vais citer Charles là-dessus, mais il m'avait dit, quand j'ai eu mon poste, ça avait été la fête, tout le monde était content, puis il m'avait dit... Il dit, là, tu vas te chercher des collaborateurs. Puis il dit, tu te trouves toujours un petit projet, là, juste pour l'essayer. Là. Puis si c'est le fun, tu le gardes proche de toi, ce collaborateur-là, toute ta vie. Puis si c'est pas le fun, tu te sauves en courant, là, puis tu y reparles plus. Là. On pense à UOT un petit peu. On pense à beaucoup de choses, là. Fait qu'il dit, tu t'entoures avec les bonnes personnes, puis le reste, ça va venir naturellement. Puis là, je me suis retrouvé ici en 2006. Puis là, de fil en aiguille, les programmes de biophotonique puis toutes ces choses-là sont venus à prendre forme puis à grandir. Puis là, aujourd'hui, le programme de biophotonique est en place. Le centre de recherche, qui dans ce temps-là s'appelait le centre de recherche Robert Giffard, est devenu le centre cerveau, qui est bien en selle, qui est un très bon centre de recherche avec une bonne reconnaissance partout dans le monde. Puis là, on est là-dedans. Puis là, au COPL, je suis devenu directeur adjoint du COPL. Là, est-ce que c'est ce que j'ai cru comprendre? Vous êtes rendu directeur adjoint du COPL aussi? Oui, c'est ça. C'est arrivé quand Sophie Larochelle est devenue directrice. Elle m'a demandé si ça m'intéressait d'être adjoint, puis ça m'intéressait vraiment beaucoup. C'était parfait. Puis c'est vrai, pour compléter ma formation, il y a quelque chose d'important. C'est que finalement, j'ai fait tout ça en 2006. Je suis rentré ici. Je me suis mis à faire des choses, on va dire, en biophotonique, en neurosciences, etc. Puis c'est vraiment beaucoup de développement de science puis d'application de la science dans des domaines de biologie. Fait que c'est beaucoup de l'ingénierie, en fait. C'est de l'ingénierie, mais finalement, moi quand j'étais jeune... disons, il y avait des préjugés des fois négatifs contre les ingénieurs qui se faisaient appeler les gnagneurs, disons, dans les gens autour de moi, dans mon environnement. G égale 10. Oui, c'est ça, exactement. Puis moi, mon esprit de puriste physicien, ça fonctionnait pas. Mais avec le temps, j'ai rapidement compris que non, l'ingénierie puis le génie, c'est l'application des connaissances pour faire des choses utiles, etc. Puis ça allait vraiment me chercher. Fait qu'en 2020, je suis devenu ingénieur. OK. Puis ça, je suis vraiment officiellement devenu ingénieur. Félicitations, c'est vraiment cool. Merci, c'était du travail quand même. Oui, j'imagine qu'il devait quand même avoir de la paperasse derrière ça. Pas nécessairement au-delà de la paperasse, mais tu sais, vraiment plus de prouver son titre, là, vraiment. Exactement. Il y avait on ne devient pas ingénieur comme ça. Hein? Ça prend une formation. Il faut montrer qu'on a les connaissances, puis qu'on a
l'éthique et les connaissances à la fois légales, là, tout ça. Fait que ça, en 2020, je dirais, ça a mis quelque chose, ça a rendu formel quelque chose qui existait déjà depuis quand même un petit bout de temps. Ça faisait longtemps. Pour certains physiciens, il y en a qui disent, ben non, mais là, c'est plus de la physique qu'il fait. Il y en a que c'est ça qu'ils disent, mais ils ont tort. La plus belle physique est en neurosciences puis en neurophotonique. J'en doute pas. Tu sais, des fois, je pense, je ne veux pas vous interrompre, mais tu sais, des fois, on se dit justement, pourquoi on met G égale 10? Mais c'est parce que dans l'optique de faire marcher quelque chose, que ce soit égal à 9,81 ou pas, tu sais, tant que tu es là-dedans, là, le but, des fois, c'est que c'est pas ça ton facteur limitant en ce moment. Puis si tu t'attardes à mettre, tu sais, je prends ce même exemple-là, là, mais le nombre de décimales que tu veux, si le concept il est pas bon, il marche pas. Puis à un moment donné, il faut juste faire aboutir quelque chose. Puis c'est là que, OK, on tourne les coirons, parce que sinon la machine, ça va prendre 100 ans à la faire. Là, il faut qu'on la fasse dans 2 semaines. Oui. Puis les défis sont pas les mêmes. C'est ça, je vais l'avoir ça. beaucoup appris. Puis on va peut-être parler d'autres choses plus tard, mais j'ai perfectionné mes connaissances, disons, dans d'autres domaines aussi avec le temps. J'en doute pas. Puis le centre de recherche cerveau, c'est quoi à peu près l'ampleur de ça? Puis c'est situé où exactement? Tu sais, moi, admettons, je sais que c'est à Québec, leur siège social, là, mais tu sais, je dirais aussi, ça englobe quoi, mettons? Est-ce que c'est seulement des chercheurs? Est-ce qu'il y a des entreprises qui sont là-dedans aussi pour, on va dire, mettre en application les médicaments ou les traitements trouvés? Tu sais, ça ressemble à quoi, la grosseur de cette équipe-là? Bien, le centre cerveau, c'est, en anglais, c'est le Servo Brain Research Center. Finalement, c'est que le centre de recherche de l'Institut en santé mentale Robert Giffard existe depuis les années 80, je pense. C'est très, très vieux. Mais c'est vraiment quand Yves de Coninck et Paul de Coninck se sont fait engager au tournant des années 2000 qu'ils se sont fait engager avec la mission de transformer ça puis d'en faire un centre qu'eux présentaient comme un centre de neurophotonique, c'est-à-dire qu'il allait avoir des développements technologiques pour pallier à des manques dans les sciences de la vie. Quand on a de la misère à voir les choses, à mesurer les choses, on a besoin d'outils. Puis c'était, parfois, on va prendre des gens de physique, on va les amener au centre cerveau, on va les amener, là, dans ce temps-là, ça ne s'appelait pas cerveau, mais on va les amener à Robert Giffard, qu'on disait, puis on va construire les choses, puis vu qu'ils vont interagir avec les gens de sciences médicales, ça va débloquer. Fait que le centre, là, il y a une histoire complexe, parce que vu qu'il faisait partie d'un hôpital, à chaque fois que l'hôpital changeait de nom, à chaque fois qu'il y avait un nouveau ministre de la Santé, ça changeait de nom. Fait que ça s'est appelé Robert Giffard, le CRULRG, le CRIUS-MQ, l'IUS-MQ, le CRIUS-MQ-CN. Il y a une panoplie de noms. Il y en a eu des noms, puis maintenant, on dit toujours, en fait, avec le temps, justement, ils se sont rendus compte que c'était absolument absurde de toujours changer de nom à chaque fois que l'hôpital change de nom. Fait que le nom, c'est devenu le Centre Cerveau avec un O, qui est associé aussi à la Fondation Cerveau, qui fait un travail exceptionnel pour lever des fonds, pour améliorer la vie des patients, parce que ça reste qu'au final, c'est quand même notre objectif, c'est d'améliorer la qualité de vie des gens. Passez-vous beaucoup de temps dans les hôpitaux, justement, tu sais, des fois à côtoyer des patients ou à des gens qui ont ces maladies-là? Est-ce que ça fait partie de votre quotidien, ça? Oui, quotidien, dans le centre de recherche est vraiment isolé de l'hôpital. C'est vraiment une partie à part. Mais c'est plus des cobayes quasiment, entre guillemets. Oui, il y a... parce que là, la santé mentale, c'est très, très large. Ouais. Fait qu'il y a beaucoup... Il y a des gens qui viennent à l'Institut en santé mentale de Québec pour différentes choses. Fait qu'il y a des fois, il y a du Parkinson, il y a des gens, c'est des maladies des maladies de vieillesse, avec comme le Parkinson puis l'Alzheimer, mais il y a aussi des troubles mentaux de dépression, de suicide, de troubles alimentaires, puis ça, c'est plus chez les adolescents. Fait que là, il y a vraiment de toutes les sortes. Fait que ça, moi, le contact avec les patients, ça m'intéresse, c'est vraiment important. Notre but, c'est vraiment d'amener les choses. Vraiment, si on fait juste des choses en labo, on ne change pas le monde. C'est pas de la médecine. C'est pas de la médecine faire des affaires dans un labo. La médecine, c'est soigner les gens. Fait qu'il faut avoir le goût d'aller vers les gens. Fait que oui, on interagit, on rencontre des patients. Moi, je m'implique quand même beaucoup avec la Fondation Cerveau, où il y a souvent, justement, des témoignages de patients puis des choses comme ça. Fait que ça, c'est toujours, je pense que c'est quelque chose d'assez important pour moi. À ce titre-là, une des questions que je m'étais notée, j'aimerais savoir, admettons, c'est quoi la plus grande percée qui attend la biophotonique selon vous? Puis tu sais, par le fait même, je pense qu'on parle depuis tantôt de biophotonique. Puis tu sais, même pour moi, je pense que c'est un concept qui est déjà peut-être un peu plus assimilé que, on va dire, notre public au sens large. Fait peut-être commencer par mettre des mots sur
la biophotonique en général, c'est à peu près quoi que ça fait. Mhm. Puis par la suite, de dire, admettons, justement, qu'est-ce qu'on fait en ce moment avec ça, puis qu'est-ce qui pourrait être possible. Fait que je vous laisse vous lancer. Oui, ben ça, c'est assez large comme question. Ouais, Parce que d'abord, des fois, les gens, ils pensent photonique, puis ils pensent optique. Puis là, il y a une différence entre les deux. L'optique, c'est vraiment la science de la lumière. Fait que l'optique, c'est fait par les physiciens. On parle d'électromagnétisme, on parle de modèles d'interaction. Puis notre but, c'est de comprendre les phénomènes. Fait que l'optique, c'est vraiment la science. La photonique, c'est comme l'électronique. L'électronique, c'est pas l'électromagnétisme. L'électronique, c'est l'application de tout ce qu'on connaît dans l'électromagnétisme. La photonique, c'est l'application de tout ce qu'on connaît dans l'optique. Fait que la photonique, c'est les outils de l'optique. Fait que ça, c'est un. Puis l'électronique a vraiment tout changé dans, je dirais, on va dire les années 70 environ, là, mais on va dire depuis 50 à 75 ans, l'électronique, on le voit, a tout transformé parce que une fois qu'on a eu les technologies en place, on a découvert plein d'applications. La biophotonique, c'est exactement ça aussi. C'est que la biologie, en fait, l'énergie des molécules, là, quand on bouge les choses pour qu'une molécule change un petit peu, puis quand tous les processus du vivant arrivent, les énergies impliquées, c'est pas des grosses énergies, mais c'est pas des minuscules énergies non plus. Puis c'est exactement l'énergie qu'un photon a. Les photons visibles, les photons bleus, rouges, toute la petite lumière qu'on connaît aujourd'hui, l'énergie qu'elle a, c'est juste la bonne énergie, c'est le bon ordre de grandeur pour affecter les molécules. Fait que la lumière, elle a l'énergie nécessaire pour, mettons, être un joueur intéressant dans la biochimie. Elle peut changer les processus biochimiques parce qu'elle a juste la bonne énergie. Ça, c'est un. Puis en plus, de l'autre côté, la longueur d'onde de la lumière visible, c'est 1 micron environ, là, ou 1 demi-micron. Fait que ce que ça fait, c'est qu'elle a aussi les gants de boxe là, qu'elle a, là, sont juste de la bonne grosseur pour voir les choses de l'ordre de grandeur des cellules. Fait que là, tu as les bonnes énergies pour affecter, transformer, contrôler les molécules, puis tu as la bonne longueur d'onde pour imager, voir, puis les cellules. Fait que là, c'est l'outil parfait. Fait que quand il y a eu les premiers développements de biophotonique, ça serait les premiers microscopes, ça a vraiment explosé par la suite parce que là, tout d'un coup, il y a toute la biologie moléculaire qui a fait des outils moléculaires pour interagir avec la lumière. Fait que là, ça a fait tout un monde d'outils. Puis là, aujourd'hui, c'est la biophotonique, c'est vraiment en général. C'est l'application de la lumière dans tout ce qui touche les sciences de la vie. Puis la neurophotonique est quand même très à la mode. Puis c'est vraiment l'application particulièrement en neurosciences parce que la neuroscience, contrairement à d'autres sujets, par exemple, en cancer, si tu as un problème, si quelqu'un a une tumeur, on peut prendre la tumeur, puis on peut la mettre dans un plat puis l'étudier. C'est ça que tous les groupes de recherche font. Mais si tu as un problème dans le cerveau, tu ne peux pas juste le prendre puis l'enlever. Tu ne peux pas prendre le bout qui t'intéresse. Puis en plus, non seulement tu ne peux pas l'enlever parce que tu vas briser le cerveau, ce qui n'est pas super, non. Mais en plus, il serait inutile ton bout de cerveau parce qu'il y a juste du sens quand il fait partie du tout. Je comprends. C'est l'interaction entre la tumeur et le cerveau qui nous intéresse et non pas la tumeur en soi. Fait que dans le cas, plus relié au cerveau, il y en a des conclusions à en tirer, mais elles ne sont pas aussi intéressantes. C'est ça. Fait que là, il y a les tumeurs, puis il y a comprendre le comportement du cerveau. Fait que là, si tu dis, je vais t'enlever une partie de ton lobe frontal ou une partie de ton cortex sensoriel ou moteur, oui, mais il n'y a plus de sens. Ça n'a plus de sens. Tu ne peux pas juste l'étudier tout seul. Fait que ça rend l'étude du cerveau extrêmement difficile et beaucoup plus lente que, par exemple, le cancer en oncologie puis ces choses-là, parce qu'on ne peut pas sortir les morceaux. Fait que là, il faut aller voir dans le cerveau, mais sans trop le briser. Ça rend ça super difficile. Puis quand c'est difficile, c'est là que c'est le fun. C'est là que potentiellement que vous, les méthodes sont plus... sont moins dangereuses, on va dire, parce qu'il y a quand même un certain danger à mettre de l'énergie dans la tête de quelqu'un, là, mais un scalpel, si on passe tout droit, là, c'est trop tard. Là. Fait que, j'imagine vraiment que l'avantage vient à ce niveau-là. Puis justement,
les plus grandes avancées qu'il y aurait à venir en biophotonique, selon vous, c'est quoi? Moi, à titre d'exemple, j'ai un de mes vraiment bons amis qui étudie en neurosciences, puis que lui, un de ses projets, c'est justement sur caractériser le Parkinson, parce qu'en ce moment, il me disait que c'était beaucoup orienté sur les symptômes et moins, admettons, sur la cause, on va dire plus la cause réelle, admettons, je veux dire n'importe quoi, là, il y a trop de phosphate dans le sang, donc la personne a le Parkinson. En ce moment, c'est tellement inconnu qu'on caractérise les symptômes, puis on les met tous dans la même boîte, mais on y va peut-être un petit peu à l'envers. Admettons, cette porte de Pandore-là, on va dire, es-tu prête d'être ouverte ou il reste encore un long chemin? On en est où à peu près par rapport à ça? C'est tout super intéressant parce que c'est vrai, en fait, c'est vrai, puis souvent là, je vais mettre souvent en opposition les gens de neurosciences avec les gens de physique ou de génie physique, mais il faut voir ça de façon générale. Mais quand les gens, on va dire des sciences, physiciens puis génie physique, on va prendre ces gens-là, quand souvent on a tendance à vouloir faire des modèles, à dire, bon, attends un peu, je vais prévoir, je vais calculer ce que j'ai besoin, tout ça. Puis tout d'un coup, quand on arrive dans le monde de la neuroscience, puis ça, il y avait mon patron de postdoc, Brian Wilson, à Toronto, à un moment donné, m'avait vraiment dit ça. Il dit, c'est vraiment important que tu comprennes ça. Il dit, non seulement les modèles sont difficiles, des fois, les modèles sont pas pertinents. Des fois, il faut vraiment approcher le problème de façon empirique. Mais empirique, là, les mesures de laboratoire, ça ne veut pas dire mesurer n'importe quoi jusqu'à temps que ça marche. Ça veut dire être rigoureux dans ces mesures. Puis justement, quand tu arrives dans, mettons, la biophotonique ou la neurophotonique, où le cerveau de tout le monde n'y est pas pareil, la peau de tout le monde n'est pas pareil, il n'y a rien de pareil. Fait que quand tu arrives pour prendre des mesures, il y a plein de variabilités. Puis c'est même pas à cause de ce que toi qui t'intéresse. C'est juste qu'il n'y a rien de pareil. Fait que là, si tu essaies, est-ce qu'il faut vraiment que tu essayes de modéliser ça ou faut que je dirais que tu l'embrasses puis que tu dises, ben cette variabilité-là, elle fait partie de ce que j'étudie, puis je ne peux pas l'ignorer. Fait que l'approche à ce moment-là, empirique, ou l'approche expérimentale devient absolument essentielle. Puis ça change vraiment beaucoup les approches parce que, à la fois, oui, on veut soigner les gens qui ont le Parkinson, ça c'est le plus important, mais il y a deux façons. Tu peux enlever leurs symptômes, puis ça aujourd'hui, on est capable d'enlever les symptômes de quelqu'un qui a le Parkinson. Mais on ne soigne pas la maladie. Soigner, ça veut dire que si j'arrêtais de donner le médicament, ben la personne, elle aurait plus ses symptômes. Mais là, présentement, on n'en est pas là. Mais c'est deux buts tout à fait louables et complémentaires. Il faut améliorer la qualité de la vie des gens aujourd'hui. Puis pour ça, ben, on n'est pas vraiment obligé de comprendre les causes profondes de la maladie. On a juste besoin de contrôler les symptômes. Mais d'un autre côté, évidemment, si on comprenait bien les causes, ben là, on pourrait aller vraiment avec un médicament qui pourrait réparer ou vraiment corriger le problème. Puis là, après ça, les symptômes disparaîtraient d'eux-mêmes, puis ça serait parfait. Fait que je dirais que c'est deux approches différentes qui sont nécessaires dans le monde de la biophotonique puis de la neurophotonique en particulier. Puis là, de ce que j'en comprends, vous me dites, est-ce que ben en fait, c'est justement, j'essaie d'en comprendre. Est-ce que ce serait plus pour diagnostiquer l'optique à ce moment-là ou ce serait plus pour traiter l'optique? J'ai de la misère peut-être un petit peu à faire la différence entre les deux. Puis peut-être vous, dans votre expérience ou dans votre domaine de recherche précis, vous vous situez dans quelle catégorie en fait? Ah, ça, c'est une excellente question parce que j'ai une excellente réponse. Bon, ben, je suis content d'entendre ça. Parce que ta question originale, c'était qu'est-ce qui va changer? C'est quoi dans les 10 ou 20 prochaines années, qu'est-ce qui va changer en biophotonique? Ben, je te dirais, il y a quelque chose qui s'appelle l'optogénétique, qui est vraiment le point de rencontre de la neuroscience, la biologie moléculaire, puis l'optique. C'est vraiment des molécules qui sont fabriquées pour vraiment bien cibler un aspect moléculaire dans une cellule. Puis après ça, avec le laser, tu peux arriver, puis tu peux activer juste la bonne chose. Ça permet un contrôle très raffiné. Puis ça, aujourd'hui, ça se fait dans les animaux. Ça se fait dans les souris. C'est vraiment... On est capable de... Il y a un chercheur connu qui avait dit...
si vous avez le cancer puis vous êtes une souris, on est capable de vous soigner. J'avais jamais entendu ça, c'est bon ça. En neurosciences, puis en sciences en général, on travaille beaucoup avec les animaux parce qu'on a besoin de modèles qui incluent toutes les interactions dans les composantes ou tous les blocs Lego. Les blocs Lego tout seuls, ils n'ont pas de sens. C'est vraiment quand ils sont ensemble. Fait que ça nous prend un organisme. On prend beaucoup des souris puis des rats. Mais quand ces animaux-là, on fait l'optogénétique avec eux, fait qu'on peut diagnostiquer puis imager des parties de cerveau, mais on peut aussi les contrôler. OK? Puis là, maintenant, ça aujourd'hui, ça s'appelle l'optogénétique. C'est vraiment, on peut modifier le code génétique là, je vais dire des animaux, mais je vais dire du vivant. Puis les cellules vont se mettre à produire des molécules particulières qui vont interagir avec les lasers. Puis là, on peut soit les voir ou les contrôler ou les deux. Puis ça, aujourd'hui, c'est le monde de la recherche en neurosciences. C'est clair que présentement, en fait, non seulement c'est clair, j'essaie, et d'autres personnes au centre en particulier, il y a une plateforme d'outils moléculaires qui fait des outils pour ça. Le but, c'est d'aller vers l'humain. C'est pas simple, c'est pas du tout simple, c'est extrêmement compliqué d'amener ces choses-là chez l'humain parce que c'est de type... ça rentre dans la catégorie de la thérapie génique. Puis la thérapie génique, il y a eu des histoires dans le passé où ils ont fait des tests en thérapie génique, puis qu'il y a des gens qui sont morts dans les années 90. Après ça, ils ont refait des tests dans les années 2000. Il y a encore des gens qui sont morts. Puis là, c'est en train de recommencer, puis là, ça va fonctionner. Bien là, c'est le transfert de ces outils-là qui sont puissants, là, sans absolument aucun bon sens. Là. Ça ne se décrit pas comment c'est puissant. Quasiment trop puissant par moment, on pourrait dire. Ah ben, il faut apprendre. C'est vrai qu'il y a des choses qu'on pourrait penser faire, qu'on devrait... qu'il faudrait réfléchir 2 fois. T'sais, ça me fait tellement penser. C'est drôle qu'on reçoive ça parce que notre dernier invité, c'était Sylvain Moineau, qui est carrément dans le même jargon, on va dire. Là. Puis c'est le fun de voir que c'est la même technique, ou très grossièrement, on va dire la même technique, mais d'une approche carrément complètement différente. Il y en a un que c'est vraiment une protéine qui va aller modifier la séquence génétique, puis vous, de ce que j'en comprends, ça va être vraiment plus avec l'optique qu'on va aller faire ça. Fait que c'est vraiment fascinant de voir, comme vous disiez, pourquoi on choisit la lumière, a priori, puis de réellement se poser la question, est-ce que ça vaut la peine de prendre la lumière? Parce que des fois, on oublie, on se dit, mais non, c'est clairement la seule option. Mais non, il y en a d'autres. C'est vraiment intéressant de voir ça. Oui, puis en fait, je connais bien Sylvain. Je connais bien Sylvain, fait qu'il a dû te parler de CRISPR. Oui, on en a parlé. Puis, les outils d'optogénétique, c'est directement dans ces classes-là. C'est justement, il peut y avoir des outils d'optogénétique qui vont aller modifier de façon permanente le génome, d'autres qui vont être activés par la lumière, etc. Tu as tout à fait raison que c'est des choses qui se recoupent à 100%. Puis là, je veux répondre à la deuxième partie de ta question, en fait, qui était la première partie. C'était est-ce qu'on fait du diagnostic ou de la thérapie? Ouais. Puis, où j'étais quand j'étais au postdoc à Boston, j'étais au Wellman Center, puis le directeur scientifique là-bas s'appelle Rox Anderson. C'est un gars c'est un gars inspirant, là, ça se décrit pas comment il est inspirant, puis qui a inventé des tonnes de choses. Il a inventé l'épilation laser, il a inventé des techniques, il a travaillé toute sa vie pour enlever les taches de vin là, que les enfants peuvent avoir là, quand ils ont tout le visage rouge. Là. Il a travaillé toute sa vie là-dessus. En tout cas, c'est un homme absolument brillant. Là. Puis à chaque année, c'est un médecin, puis il faisait toujours le pep talk en début d'année. Puis, à un moment donné, il était arrivé, puis c'est un talk qui m'a affecté vraiment beaucoup. Là. Ça fait 20 ans de ça, puis je vais t'en parler maintenant. Mais c'est qu'il avait dit, on est vraiment bon ici, puis on fait du diagnostic. Là. C'est vraiment exceptionnel, le diagnostic. Hey. Puis là, il se met à nommer toutes les choses qui étaient faites au centre, puis on est capable de voir ça, on est capable de voir ça, on est capable de voir ça. Mais on ne règle rien. C'est à peu près ça. Il dit, tu sais, c'est de la belle technologie, mais c'est pas de la médecine. Puis là, il y avait eu un silence dans la salle. Il dit, la médecine, c'est de soigner les gens. Fait qu'on peut faire du diagnostic tant qu'on veut, mais si on n'essaye pas de les traiter, ben, faut pas se vanter qu'on fait de la médecine. On fait de la technologie. Puis si on veut vraiment faire de la médecine, ben, ça veut dire qu'il faut y aller vers la thérapie, même si c'est dur, même si c'est compliqué sans bon sens, même si ça coûte cher, même si c'est long. Même si on n'en verra pas la fin, peut-être nous-mêmes, puis que c'est l'autre génération de chercheurs qui va le faire, il faut aller vers la thérapie parce que la médecine, c'est pas le diagnostic, c'est la thérapie.
Puis là, il avait même rajouté, il dit, tu sais, si on fait du diagnostic pour des maladies qu'on n'est pas capable de traiter, c'est-tu même éthique de faire ça? Ouais, je comprends. Fait que moi, ça m'a frappé comme une tonne de briques, puis ça m'avait vraiment dit que quand j'allais commencer mon groupe de recherche, je ne peux pas tout de suite me lancer en thérapie, ça prend un certain temps, mais j'avais un plan que pendant 5 ans, je ferais une certaine chose, 5 ans. Puis là, aujourd'hui, on a des projets qui s'approchent de la thérapie, on a des projets chez l'humain avec des fibres optiques, puis le but, vraiment, c'est d'aller vers le traitement des humains. Donc, ma réponse, c'est oui, on est dans le diagnostic aujourd'hui. On commence à approcher la partie thérapeutique. On a des projets vraiment pour le Parkinson avec des fibres chez les humains, mais on n'est pas encore rendu. Mais notre but, clairement, c'est de se rendre là. Puis ça donne que je suis vraiment à mi-carrière. Ça fait 15 ans que je suis là. Il me reste à peu près 15 ans officiellement. Ça risque d'être plus que ça. Mais fait que la deuxième partie, j'espère que ça va être une partie qui va être plus orientée vers la thérapie. Mais au final, on fait ce qui est intéressant puis ce qui va chercher les gens dans le groupe. Moi, ça a vraiment sonné une cloche. Puis j'ai vu un parallèle là, entre ce que vous parlez, le diagnostic, et pas la guérison, la thérapie. Puis votre bac en sciences, puis votre obtention en tant qu'ingénieur, où est-ce que c'est plus appliqué, on dirait que je vois ce genre de même pattern-là en vous c'est beau là, d'apprendre à un moment donné quelque chose autant que tu veux, mais s'il n'y a pas un livrable, on va dire, à la fin de ça, ou quelque chose à apporter ou à contribuer, on dirait que peut-être que c'est là que vous perdez de votre motivation. Est-ce que je peux me tromper? Non, c'est vraiment... En fait, je l'avais vraiment vu. Je vais revenir avec une deuxième anecdote qui va vraiment confirmer ce que tu viens de dire là, que c'est vrai. Ouais. C'est que quand j'avais fini mon doctorat, j'avais un petit peu perdu le sens de pourquoi je faisais ces choses-là. On faisait des modèles d'interaction lumière-matière, femtoseconde dans les semi-conducteurs. Puis, ce qu'on faisait, c'était qu'on essayait de prouver la théorie au deuxième chiffre significatif d'un des collègues de mon superviseur. Puis la recherche, ça devient toujours difficile à un moment donné. C'est toujours difficile. Si c'était facile, ça peut pas... il faut, à un moment donné, tu frappes un os. On va dans l'inconnu. Fait que, à un moment donné, peut-être que ça marche pas. Ben exactement. Creuser un tunnel, c'est plus dur que passer dans un tunnel. La recherche, il faut le creuser, le tunnel. Après ça va être facile pour les autres, mais nous, il faut le faire. Fait que quand j'étais au doctorat, vers la fin, j'avais plus de misère. Quand c'était difficile, je me disais, pourquoi je fais ça? Non, je fais ça pour prouver la théorie de John. Puis, tu sais, c'est pas super intéressant. Puis quand j'ai fait mon premier postdoc, puis j'étais au Cancer Institute, puis que je me sentais imposteur et tout ça, puis je n'étais pas certain, à un moment donné, j'avais senti que, non, je peux solutionner des problèmes, c'est bien. Mais à un moment donné, j'avais frappé mon premier mur, là, puis j'avais fait, pourquoi je fais ça? Ben en fait, pourquoi je fais ça? Sais-tu, je fais ça pour soigner le cancer des gens qu'on voyait tous les jours à l'hôpital. Fait que moi, c'est pas dans les moments où ça va bien. Quand c'est excitant, puis c'est exubérant la recherche, puis tu fais des patentes qui marchent, c'est tellement le fun. C'est tout le fun. Mais c'est quand c'est difficile. Quand tu te lèves le matin, là, puis tu fais « Maudit Colin, ça fait une semaine, je me pète la tête sur les murs pour régler un problème. » C'est quand ça fait 4 fois qu'on fait le même cercle. Exactement. Puis là, mais quand moi, je me dis « Pourquoi je fais ça? » Je veux soigner, je veux aider les gens. Puis ça, pour moi, c'est une motivation absolument essentielle. Puis même, ça va faire un pont intéressant vers quelque chose d'autre que je voulais aborder. Parmi mes amis qui sont en génie physique, il y en avait un qui m'avait mentionné qu'il y avait des laboratoires, à un moment donné, qui étaient comme, on va dire, outdated. Je ne connais pas l'histoire entière, mais des laboratoires où est-ce que, à un moment donné, vous êtes juste arrivé, vous avez dit, ça va pas chercher ce que je veux enseigner. Puis ça doit vraiment être dans cette même optique-là. Tu sais, une fois qu'on comprend, je ne vais pas dire votre personnage, comme vous caractérisez comme un personnage, mais une fois qu'on comprend, tu sais, votre passé, on se rend compte que s'il y a des connaissances qui ne sont pas capables d'être mises à l'application, puis de comprendre vraiment pourquoi on les met à l'application, ça vaut plus rien. Fait que j'aimerais ça, justement, si vous étiez capable de me décrire à peu près c'est quoi qui s'est passé pour ces laboratoires-là, puis comment vous les avez adaptés pour qu'ils soient à vos exigences. Ah oui, ça c'est aussi c'est super intéressant. Comme ça a été mentionné au début, je donne des cours de labo. J'adore donner les cours de labo. Je donne des cours de labo puis des cours de maths. J'aime les deux, là. C'est vraiment intéressant, mais j'aime beaucoup patenter puis gosser des choses. Ça, c'est vraiment un plaisir fou. Puis les labos, c'était des labos que je vais dire classiques, hein, des recettes, des protocoles. Ouais. Puis les gens faisaient ça, puis il y avait une note, puis ils remettaient un rapport, puis
faisais des graphiques. Ouais, c'est sec, là. C'était sec, je pense que oui, c'est le mot juste, là. C'était pas le fun. Puis ça paraissait que les gens apprenaient rien. Puis surtout, la chose... Tout le monde perd son temps, au final, quand on fait ça. Je veux dire, le correcteur perd son temps, l'enseignant perd son temps, l'étudiant perd son temps. Tu sais, vraiment... Oui, exactement. Personne n'y gagne. Oui, puis surtout... Puis là, surtout, j'en avais parlé, j'ai des collègues qui sont là, je ne suis pas tout seul là-dedans, là, mais malgré que le changement dans travaux pratiques, c'est moi qui l'ai initié, mais j'ai fait ça en parlant à des collègues qui m'ont encouragé et tout ça. Mais je parlais beaucoup avec Luc Beaulieu en particulier, Simon Rainville, puis Louis Archambault, qui sont vraiment des gars de labo, comme moi. Puis on disait que c'était dommage parce que les cours de physique expérimentale, ou les cours de labo du programme physique, du génie physique, c'était le contraire. Ils ne stimulaient pas les gens à venir faire de la science expérimentale. Ils les écœuraient de la science expérimentale. Puis ça, on trouvait ça... C'était épouvantable parce qu'on disait, je me rappelle d'avoir eu ces discussions-là avec mes collègues, où on disait, non, il faut ramener les lettres de noblesse de la science expérimentale. La science expérimentale, c'est pas mesurer des choses jusqu'à temps que ça marche. C'est avoir un plan, justement, quand faire un modèle, c'est difficile. Puis c'est dans ce temps-là où la rigueur devient particulièrement importante. Puis on a dit, dans ce cas-là, on va changer les labos. Puis au lieu de donner des recettes, on va dire aux gens, vous allez vous poser une question. Des décisions. Oui, vous allez... Prenez la décision et assumez-la. C'est ça. Fait que là, ils posent une question. Les étudiants, ils arrivent avec une question. Puis ça commence par une question. Par exemple... il y en a qui peuvent être très complexes, il y en a qui peuvent être très simples. Il y en a qui vont dire, est-ce que la lumière bleue affecte le sommeil? Est-ce que c'est possible de détecter des fuites dans des systèmes d'érablières? Est-ce qu'on peut faire un système de lidar pour 50$ dans un labo? Est-ce que c'est possible de faire la spectroscopie de la Lune? On en a de toutes les sortes. Puis l'important, c'est juste que la question se réponde avec quelque chose qui est en lien avec l'optique. Puis là-dessus, je suis très large sur comment est-ce que ça veut dire optique. Le soleil, c'est de l'optique, c'est beau, c'est correct, on fait des mesures, c'est bon. Fait qu'il y en a de toutes les sortes. Puis là, les gens, avant, on avait un protocole, puis on leur disait, oubliez pas de vous préparer, là, la préparation du labo. Puis ce qu'on a appris au secondaire, puis au cégep, moi aussi, je l'ai appris comme ça, on dessinait le montage, on dessinait le laser, puis on mettait la marque. Puis complètement inutile. C'est le voir à l'envers. C'est vraiment le voir à l'envers. C'est faux. Puis moi, je suis tellement de votre bord. Ça prend une problématique. Puis moi, je fais souvent l'analogie avec le sac d'outils. Je dis tout le temps, un bac en ingénierie, là, je te donne un sac d'outils. Je te donne une drill, je te donne tout ce que tu as de besoin. Puis je te fais sortir du bac, admettons, puis je te dis, regarde, tu as un beau sac d'outils. Puis là, tu me dis, ouais, mais qu'est-ce que je peux faire avec? Ah, c'est à toi de le trouver, ça. Au lieu de dire, hey, regarde, j'ai 800 vis à visser, là, de 1 pouce de long chaque. Avec du pas, que c'est un pas de 1 mm, on va dire. Tu vas voir, ça va te prendre 1000 ans. Mais, regarde, là, j'ai une drill pour ça. Fait que tu sais, d'y aller peut-être un peu plus à l'envers, ou est-ce qu'il y a la même chose pour vous? On pose une question, puis là, on est bloqué. Comment est-ce qu'on peut y arriver? Haha, voici l'outil que tu as besoin. Je suis tout à fait d'accord. Parce que moi je dis, quand on présente le problème d'abord, ou la question, puis qu'on montre, en tout cas, ça, c'est une possibilité de réponse ou un outil ou une méthode ou une stratégie, etc., pour répondre à la question. Les étudiants se sont déjà cassés la tête avant, puis ils disaient, voyons, comment je pourrais faire ça, etc. Puis, fait que là, dans ce temps-là, quand après ça, on leur expose, ils viennent nous parler, on jase, puis on les aide, mais on ne donne pas toutes les réponses. On essaye un peu de les pousser pour qu'ils se rendent tout ça. Dans ce temps-là, moi, je dis, les gens ont le cerveau perméable à ce moment-là. À ce moment-là, là, tu leur mets des choses sur la tête, puis ça va rentrer. Mais si tu leur donnes une recette, tu leur dis, hey, en passant, là, j'ai pas le temps de t'expliquer pourquoi, là, mais là, je vais t'expliquer comment ça marche, un amplificateur à verrouillage de mode. Mais pourquoi? J'ai aucune idée pourquoi tu me parles de ça. Là. Fait que là, dans ce temps-là, le cerveau, il est imperméable. Ça ne rentrera pas. Je peux en parler pendant des heures. Puis on faisait beaucoup d'expériences comme ça où on essayait de donner l'information avant pour sauver du temps au labo, puis ça ne marche pas. Puis on s'est rendu compte que si on revirait ça avec des questions, premièrement, les étudiants
sont beaucoup plus motivés. Ils sont investis aussi émotionnellement. C'est en plein ça, sont investis. Ils veulent la réponse à leurs questions. Ils restent après le labo. Ils reviennent en dehors des heures de labo. Puis on a un apprentissage qui est beaucoup plus fort parce que finalement, c'est pas tant... C'est un peu, ça va un peu refléter ce que moi j'ai dit. C'est quand j'avais dit, ah oui, je pensais que mon doctorat, j'avais appris ça. Ah non, j'ai appris à solutionner des problèmes. Bon, bien parfait, je te donne des questions en labo, tu apprends à mettre en place ce qu'il faut pour répondre. Mais la prochaine fois, tu vas apprendre à mettre en place ce qu'il faut pour répondre à la prochaine question, que ce soit chez ABB ou chez Edify ou chez Zilia, une petite start-up de Québec. Interaction, n'importe Exactement. quoi. C'est une autre de mes questions. D'ailleurs, on y repassera tantôt. Là, mais ouais, puis justement, je trouve que ça fait un beau segment, parce que je voulais parler de vos méthodes d'enseignement. Puis c'est fou parce qu'à chaque fois qu'on fait un podcast, souvent, j'ai plein de questions, mais on finit un peu par répondre à toutes entre les lignes. Là. Puis, clairement que là, on en comprend que vous, si vous enseignez quelque chose, ça prend une problématique avant. On ne peut pas arriver avec juste, bon, voici les notes de cours sur la physique quantique. Paf, on arrive avec Monsieur Planck voulait savoir pourquoi il y avait de l'incandescence. Il ne comprenait pas pourquoi. Puis là, comment est-ce qu'on fait? On est bloqué. Bref, je pense que ça fait partie de ça. Puis sinon, avez-vous d'autres? Je pense que je vous entends depuis tantôt aussi un excellent vulgarisateur. Fait qu'on donne l'analogie, vous avez les gants de boxe, la taille, de ramener ça toujours à une échelle plus mesurable et intuitive. Est-ce que vous n'avez d'autres, des stratégies comme ça d'enseignement qui font que vous êtes autant apprécié ou que... Est-ce que même je rajouterais, là, puis ça fait un peu une longue question, mais en êtes-vous conscient quand vous faites ça? Ou vraiment, des fois, c'est juste que vous pensez que vous avez peut-être plus ça en vous? C'est beaucoup de questions. Ouais, j'ai beaucoup cherché parce qu'on avait... tu m'avais partagé les questions, puis je cherchais qu'est-ce qui fait que j'enseigne comme j'enseigne, puis mes stratégies. J'ai de la misère à les mettre en mots un peu, mais... il y a une chose qui est sûre, les fameuses analogies ou d'essayer de mettre ça dans des mots différents, ça, c'est très conscient. Ça, je le fais vraiment de façon active. J'essaye de chercher des façons différentes de dire la même chose. Puis, ça fait que là, des fois, j'y pense avant, des fois, j'y pense spontanément. En classe, je me laisse beaucoup amener avec le flow de la classe. Des fois, en fait, ce qui fait qui est à la fois une force puis à la fois une faiblesse, c'est que je prévois mes cours à l'avance, j'ai toutes mes choses de prêtes, mais en même temps, quand je vérifie, je parle un petit peu à la classe, je fais des caouts ou n'importe quoi, là, c'est quel que soit l'outil qui soit disponible cette année-là, puis je fais des questions, puis je vois que les gens ne comprennent pas, ben là, je vais m'arrêter, je vais dire, mais ça me sert à rien de continuer, là, puis là, on va jaser, puis peut-être que je vais arriver avec un problème, puis j'essaye d'encourager les gens à être actifs. Puis ça, ben ça demande plusieurs méthodes. Des fois, ça va être penser à un problème. Des fois, ça va être penser à un formalisme. Parce qu'il y en a qui pensent, par exemple, il y en a qui pensent avec les mathématiques, il y en a qui pensent avec l'expérience, il y a plein de façons de voir les choses. Fait que j'essaye un petit peu d'amener les différentes méthodes ou différentes approches, je vais dire, ou perceptions. Puis c'est pas toujours facile, puis il faut en chercher. Bien, ça fait que des fois, c'est vrai que des fois, je vais avoir des inspirations, là, des illuminations en classe qui sont parfaitement sur la coche, là, puis là, tout le monde comprend. Puis des fois, je pars un peu croche, puis des fois, ça marche moins bien, puis ça paraît dans la face du monde. On oublie ce que je viens de dire. Exactement. J'ai oublié les 5 dernières minutes. Là, je vous ai toutes mêlées, on recommence. Fait que ça, j'essaye beaucoup. Je me mets beaucoup... Je pense que je dirais, moi, c'est de l'empathie, parce que j'essaye beaucoup de me mettre dans les souliers des étudiants. Parce que il n'y a pas si longtemps... C'était moi qui étais là dans cette classe-là, puis il y avait des choses que je n'avais pas compris, fait que ça arrive souvent. Puis je sais aussi, avec le temps, j'ai aussi compris que le petit syndrome de l'imposteur, il est vraiment là pour tout le monde. Il est vraiment là pour tout le monde. Fait que finalement, il n'y a personne qui veut lever sa main et dire « je comprends pas ». Ben oui, il y en a un sur une classe de 80 qui va lever sa main une fois de temps en temps, qui parle plus. Puis c'est correct. Des fois, il fait arrêter la classe. Ben, il arrête le cours pour faire expliquer, pour demander une explication mieux. Puis c'est correct. Oui, exactement. Ben oui, exact, oui. Mais en général, c'est plus les gens tranquilles là, qui... moi, je les appelle les B. Okay? Les B. Je les appelle les B. Je les adore, les B. Les B, là, ils sont ma raison de vivre, les B. Parce que, d'une certaine façon, dans la classe, il y a on fait quelque chose de très général, il y a des ABC. Puis,
les A, là, je pourrais jongler avec des bouteilles de Gatorade en avant pendant 16 semaines, puis ils comprendraient pareil le cours. Puis il y aurait du fun. Ben oui, ils n'ont pas besoin de moi. Les A, en général, ils n'ont juste pas besoin de moi. Fait qu'eux, il faut que je les garde excités. Puis ça, c'est pas la même chose que on va dire les C, puis je devrais pas dire les C, là, mais je vais dire, il y a des gens qui sont moins certains de ce qu'ils veulent. C'est ça, mais les C, si je peux mettre des mots dans votre bouche pour pas vous enfarger, là, moi, comment est-ce que je perçois ça souvent, c'est des gens qui ont un petit peu d'intérêt, mais qui sont surtout bons naturellement. Fait que ça fait qu'ils passent tout le temps leur cours puis ils ont des bonnes notes, fait qu'ils se mettent à rester parce qu'ils sont bons puis ils ont un talent naturel, mais des fois, l'intérêt n'est pas nécessairement là. Mais tu sais, finissent toujours par passer, mais moi, c'est comme ça que je perçois un C. Là, c'est ça. Puis là, j'ai dit A, B, C, mais j'aurais pas. Ça donne trop l'allusion aux cotes, là, mais je veux dire, il y a des gens super motivés qui n'ont pas besoin de moi. Il y a d'autres personnes que je leur donnerai pas de nom A, B, C, D, là, mais il y a d'autres personnes que sont moins sûrs, ils sont peut-être impliqués plus dans. Ils sont moins sûrs. Bref, les B, c'est les B. Non, là, les B, eux autres, ils sont intéressés, mais ils n'ont pas. On va dire le talent naturel des A. Puis là, eux autres, ils ont besoin de moi. Moi, ma job, moi, j'ai toujours dit que ma job, c'est de prendre les B puis de les transformer en A. Ça c'est ça que je veux. Fait que là, parce que les autres, les A, eux autres, je dirais c'est correct. Ils l'ont. Puis là, j'ai des trucs pour. Le tunnel, il est déjà creusé. C'est ça, exactement. Fait que les A, je les garde occupés. Je pense que c'est rendu connu dans le bac que je cache des affaires secrètes dans mes devoirs. Jean-François Sénéchal. C'est possible. Mais c'est le prof de philo qui nous donne, en tout cas, bref, en professionnalisme, il cache plein d'affaires aussi dans ses lettres de cours. Ben, c'est ça. Fait que là, moi, je cache des choses, puis les A, ils font ces problèmes-là, puis je le dis pas, mais ils s'en rendent compte pareil qu'il y a quelque chose de suspect, puis on jase après les classes et tout ça. Les C, les gens un petit peu moins motivés, je vais dire, je devrais pas dire C, là, mais on va dire les gens un petit peu moins motivés. C'est correct. C'est correct. Mais là, eux autres, bon, je vais essayer de faire ce que je peux, mais les B, ça, c'est la majorité de la classe. Eux autres, ils ont besoin de moi. Eux autres, ils ont besoin que je fasse pas juste écrire l'équation au tableau. Faut que je leur donne un exemple, faut que je leur donne 2 exemples, faut que je fasse une vidéo, faut que je fasse une démonstration. Je fais des démonstrations physiques dans le labo, dans la classe. Fait que c'est eux, ils ont besoin de moi, là. Fait que ça, c'est la partie, je pense, la partie la plus importante de ma pédagogie, c'est que je me concentre sur eux, puis j'essaye de garder les A excités. Fait que, puis là, tout le monde qui veut embarquer dans le bateau a le droit d'embarquer. Là, ils ne sont pas obligés d'être des B. Mais fait que ça demande d'aborder les problèmes de plein de façons. Pas juste de répéter la même chose, mais plus lentement. Ou une affaire, en fait, que je remarque souvent, en fait, un défaut que je remarque, c'est que des fois, les professeurs, des fois en physique, je dirais, je le vois souvent, mais c'est quand même fréquent dans les domaines de sciences, c'est de dire les équations en mots. Mais des fois, ils vont vraiment dire, tu sais, mettons, F égale MA. Puis là, si j'écris F égale MA, il y en a qui ont un esprit plus mathématique, puis ils vont dire, ben oui, F c'est la force, puis M c'est, OK, je multiplie ça, ça donne ça, OK, c'est parfait. Mais il y en a qui vont dire, ben c'est parce que, voyez-vous, la force, là, ça va être égal à, c'est comme la masse, là. Puis là, il y a multiplié par l'accélération. Mais tu fais, oui, mais tu es juste en train de me dire en mots l'équation. Tu n'es pas en train de me l'expliquer. Tu n'es pas en train de m'aider ici, là. Puis que la force, finalement, ça fait changer la quantité de mouvement. Ah, OK, c'est bon, on regarde ça. Puis là, on peut essayer de regarder ça différemment, mais d'aller au-delà de juste répéter les équations, par exemple, ou de répéter le texte. Là, mais là, ça, il n'y a pas grand monde qui fait ça, là, mais il faut vraiment aller piger dans son expérience. Puis ça, ben, j'essaye d'aller piger dans mon expérience personnelle. Puis j'aime beaucoup dire, moi, quand j'étais au bac, je comprenais rien de ça, là. Puis moi, je pensais telle chose. Puis moi, je pensais... Fait que j'aime beaucoup ça. Je peux bien me prendre en exemple, c'est facile. Puis il y a plein de choses que je comprenais pas. J'avais des bonnes notes pareilles, puis ça allait bien. Mais ça ne veut pas dire que je comprenais. Fait que là, moi, j'essaye de prendre le temps de leur dire, ben non, attends, là, ça, ici, là, ça, c'est difficile pour telle et telle raison, mais regarde. Puis là, je vais donner des exemples, puis j'y mets dans les devoirs, etc. Fait que je dirais que c'est un peu mon truc, mais je dirais à la base, il y a une empathie. Je me mets à la place des étudiants, puis je me dis, comment est-ce que moi, je voudrais me le faire dire si j'étais à leur place? Puis là, ben, je cherche des façons. Puis c'est sûr que
travailler, on est gâté quand même en génie physique, là. Parce que là, en génie physique, il y a énormément de gens motivés. C'est un beau laboratoire aussi, COPL. Ben oui, tout ça, là, c'est le fun. Il y a de l'effervescence, il y a une curiosité qui est vraiment dans tout le monde. Parce que moi, j'enseigne à physique et génie physique, plus à génie physique, mais les cours de première année, c'est des cours aux deux. Puis, moi, les gens de génie physique, j'ai toujours dit que c'était des physiciens pragmatiques. Ils ont le même esprit curieux que les physiciens. Mais les physiciens, c'est l'avancement des connaissances qui les intéresse, puis ça paraît. Eux, l'appliquer, c'est pas toujours ce qui est leur priorité, mais ils veulent le comprendre. Puis les gens de génie physique, ils veulent le comprendre puis l'appliquer. Fait que quand tu as ces gens-là devant toi, qui de toute façon sont déjà curieux en partant, c'est déjà facile. Enseigner à des gens qui sont motivés, mon Dieu, c'est 95% de la bataille est déjà faite. Là. Fait que là, en plus, tout le monde qui est là et qui est motivé, il a le talent. On est rendu à un point où, si tu mets le travail et tu es motivé, tu vas finir par te rendre. Fait que ça, c'est vraiment important là, pour moi là, de vraiment présenter de différentes façons. Mais, comme je disais, avec des gens qui sont déjà curieux de nature, je dirais que le combat est plus facile. Fait que je dirais que j'ai pas trop de mérite. J'ai pas trop de mérite à juste amener mes expériences pour leur démontrer parce que eux, ils vont les prendre, ces expériences-là, ils vont s'y approprier, ces explications-là, puis ils vont avancer d'eux-mêmes. Fait que je pense que je suis vraiment plus chanceux qu'autre chose. Je pense pas que c'est de la chance. Disons ça comme ça. Là, moi, j'ai aucun doute que c'est vraiment pas de la chance. Puis, il y a tellement de choses dont je voulais parler avec vous. Puis, justement, là, on va commencer à peut-être y aller une petite affaire plus rondement, là, parce qu'il y a vraiment d'autres choses qui m'intéressent énormément. Puis, dans le podcast, on parle beaucoup d'entrepreneuriat. On a reçu beaucoup de gens, dont des professeurs même, qui ont des startups. Puis, je trouve que c'est une tendance, on dirait, qui se décèle à l'Université Laval. Peut-être que c'est juste moi qui m'en suis rendu compte avec le temps, mais on dirait que depuis les 4 dernières années, il y a une effervescence incroyable au niveau de je veux faire un projet de doc, puis je veux le faire, tu sais, de maîtrise, whatever, puis je veux le faire fructifier après. Puis ça me mènerait peut-être à parler de Blick, qui est la start-up dans laquelle vous êtes impliqué. Oui. Puis j'aimerais savoir, tu sais, j'ai essayé de voir c'était quoi, puis j'ai compris que c'était des solutions de génie physique. Ça, on voit mon niveau de des solutions d'optique pour de la microbiologie, j'avais dit biologie, la microscopie, excellent, microscopie. Fait que j'aimerais savoir comment est-ce que ça a commencé, puis c'est quoi votre rôle à travers cette organisation-là? Oui. ça, c'est une expérience qui m'a transformé, là, vraiment. À peu près vers 2015-2016, il y avait beaucoup en lien avec ce que j'ai dit au début, le centre de neurophotonique, il y a beaucoup de technologies qui étaient inventées, il y avait des brevets, il y avait plein de choses, puis on essayait de déployer ça, hein, on essayait que ça serve, comme en lien avec ce que j'ai dit au début, hein, quand Rock Sanderson avait dit « Si vous faites juste des choses pour vous, vous ne faites pas de la médecine, il faut les déployer, il faut que ça serve. » C'était la même chose, on voulait que ça serve, ces choses-là, pour que les gens de sciences de la vie les utilisent. Puis, c'était difficile de transférer les choses. Puis, on avait approché des compagnies, des grandes compagnies de microscopie, qu'on va les appeler, sans les nommer. Puis, on avait montré plusieurs brevets. Puis, on avait dit, il me semble, ça devrait vous intéresser. Puis, il nous avait dit, je me rappelle encore comme si c'était hier, il avait dit, le marché, vous pensez que c'est quoi le marché? Puis, on avait dit, il est très, très gros. Là. On pense qu'on pourrait en vendre probablement là, une dizaine ou des vingtaines là, très rapidement. Puis le monsieur nous avait regardé avec un petit côté paternaliste, puis il avait dit, nous, les marchés de moins de 20 millions de dollars, ça ne nous intéresse pas. Puis ça m'a découragé, puis ça m'a mis en colère. Là, j'étais picoté mauve, vert, bleu, de toutes les couleurs après ça, parce que je me disais, mais tout ça, c'est de la frime. Ça veut dire on vit dans un monde, là, nous, à l'université, on se fait encourager à faire des brevets. Les valeurs ne sont pas importantes au final. Le but, c'est de parler en signe de pièce. Exactement. Puis j'ai fait, non. Là, j'ai dit, vous voulez pas le faire, vous autres? Ben, moi, je vais le faire. Ah, OK. Fait que... David contre Goliath. Oui, c'est ça. Puis finalement, fait que là, Blick a été fondé. Là,
je saute des étapes un petit peu, mais en 2017, ça a été fondé. Puis on a licencié des brevets, les fameux brevets que les compagnies ne voulaient pas. On a licencié aussi un design qui venait de mon labo là, pour un microscope. On a mis l'équipe en place, puis on a commencé à vendre, puis ça a été... moi, j'étais certain que ça allait être super facile. Ça va se vendre comme de l'eau, ça va être facile. Puis moi, je vais vous gérer ça, cette compagnie-là. Ça fait des années que je gère mon groupe de labo. Vous allez voir, je vais être très bon. C'était un monde complètement différent de la recherche. Parce que si j'avais à le résumer rapidement, dans le monde de la recherche, la seule chose qui compte en recherche, c'est la perfection du résultat. Et tu ne peux pas publier quelque chose que tu n'as pas essayé d'atteindre un certain niveau de perfection. S'il te manque des bouts, tu vas dire, on voulait soumettre notre article ou notre subvention, ou on voulait faire ci, on voulait faire ça. Oui, mais on n'a pas atteint le niveau de perfection qu'on avait besoin, ça va aller à la semaine prochaine ou au mois prochain ou même à l'année prochaine. Parce que ce qui est important, c'est la qualité, je vais dire, plus que la qualité, c'est la perfection, c'est pas le deadline. Puis dans l'industrie, les deadlines, c'est au deadline que tu te fais payer, puis c'est avec de la vraie argent que tu payes tes employés. Fait que les deadlines, c'est extrêmement important. Puis là, si tu as des gens qui t'ont parlé de moi, ils savent que les deadlines, je les adore parce que j'adore le bruit qu'ils font. Là, ils font un chouf quand ils passent. Là. Fait que moi, je suis vraiment jamais à l'heure. Fait que c'est pas... moi, le monde... Vous étiez à l'heure pour le podcast, il faut que je vous le donne. Ça m'a demandé beaucoup d'efforts. Tant mieux. Mais donc, c'était un monde qui était très différent. Travailler avec des gens en compagnie, c'est des ingénieurs formés, alors que moi, ce que j'ai dans mon groupe, c'est des ingénieurs en formation. Travailler avec des gens en formation puis des gens formés, tu ne vas pas en même vitesse, tu ne travailles pas de la même façon du tout, c'est complètement différent. Puis avec des gens formés, des ingénieurs, quand tu veux aller vite, parce que les deadlines sont courts dans l'industrie, c'est pas facile de prendre beaucoup de personnes qui savent ce qu'ils font puis de les faire travailler ensemble. Fait que ça a été un apprentissage qui a été vraiment important pour moi. Puis aussitôt que j'ai pris une sabbatique dans la compagnie, on a fait notre premier projet, ça a bien été. Mais tout de suite après, on a engagé Alicia Gaseka, qui s'adonnait à être mon ancienne postdoc, qui est devenue la directrice R&D. Puis moi, je suis vraiment sorti au jour le jour. Parce que sinon, à un moment donné, ça devient un trou béant. Oui. À un moment donné, oui, tout à fait. Puis surtout, je me rendais compte que ma force, c'est ce que je pouvais amener, c'était pas d'être là tous les jours ou d'être là dans des choses, je veux dire, précises. Puis comme Alicia m'a fait remarquer, puis on s'était rendu compte, n'importe quoi qui a des deadlines, ça sert à rien, il faut pas que ça soit moi. Parce que je suis pas très bon. Mais au contraire, quand c'est le temps de chercher des solutions, déboguer, jaser avec le monde pour essayer de les aider à déboguer et tout ça, là, ça, c'est bien. Bonne intuition, une bonne expérience, vraiment à ce niveau-là. Fait que moi, je suis vraiment conseiller stratégique ou conseiller scientifique. Fait qu'au jour le jour, je fais très, très peu. Il y a des moments très précis où je vais rentrer, je vais aller les voir là, pour des aspects d'optique compliqués ou d'électronique compliquée que je connais, mais aujourd'hui... Ça prend un nouvel œil sur une solution, rentrer et dire... Okay, exactement. Mais je ne suis surtout pas impliqué dans les livraisons de produits et dans tout les ça. courriels. On en parlera après, ça faut absolument passer par là. Oui. Mais tout ça pour dire qu'il y a... c'est ça, là, dans la compagnie, il y a des choses à faire. Puis, moi, c'est conseiller scientifique, puis, ou scientifique en chef. Puis là, récemment, on a commencé à aborder le monde industriel, puis on a eu des idées. Puis là, on s'en va vers là. Puis là, ça, c'est super excitant, mais j'ai des collègues. J'ai Mathieu, qui est mon co-actionnaire, Mathieu Champagne, qui est absolument exceptionnel, qui est mon père entrepreneurial. Il m'a tout appris, même s'il est plus jeune que moi. Puis je pense que tout ça. Puis Bruno, qui est notre directeur général, Alicia, la directrice R&D, je pense qu'on fait une belle équipe qui a le goût d'apprendre encore. C'est encore le goût d'apprendre, mais apprendre dans le monde de l'entrepreneuriat. Puis là, ça va bien, c'est le fun, on fait des belles choses. C'est quand même une compagnie qui est rendue de 20 employés à peu près. Là, c'est plus juste une petite bénérie là, sur le coin. Puis ça n'aurait pas grossi si ça avait été moi qui étais en charge. C'est sûr que ça serait écrasé. J'aurais jamais été capable de gérer ça. Puis c'est vraiment l'équipe, là, Mathieu, Bruno, Alicia, puis Benoît Pelletier aussi qui est là. Fait que ça, c'est vraiment l'équipe qui fait avancer ça. Puis moi, c'est un plaisir de les voir prendre nos choses qu'on fait, prendre nos choses puis leurs choses, il n'y a pas juste nos choses, mais vraiment les déployer pour que ça serve.
Puis moi, souvent les gens ils disent c'est un mot tabou, hein, commercialiser, on n'a pas le droit de dire ça là, à l'université, là, c'est pas correct, mais non. La commercialisation, c'est la façon de déployer les choses. Déployer aujourd'hui pour que ça serve, bien, ça veut dire commercialiser, parce que tu peux pas c'est pas de la charité. Il faut que tu payes tes ingénieurs, il faut que tu payes ton monde. Fait que c'est le déploiement, c'est ce qui fait que tu peux changer le monde. C'est pas dans ton labo que tu vas le changer, le monde, c'est vraiment si ça sert. Fait que moi, ça me motive vraiment beaucoup, puis ça me donne des tonnes d'anecdotes à raconter par la suite. Oui, c'est clair. Puis justement, parlant de ces anecdotes-là, est-ce que tu sais, comme nous, en génie mécanique, il y a des cours à options qui sont en entrepreneuriat et tout, mais vous, est-ce que des fois, vous essayez de l'inclure dans vos cours? Oui, c'est des choses qu'on parle dans mon groupe de recherche. C'est des choses qu'on parle souvent parce que j'ai des étudiants qui ont fait des choses des fois qui s'intéressent. Dans les cours au bac, faut le présenter au bon moment. Faut que les gens aient le cerveau perméable. Mais quand il y a des étudiants qui ont plus un petit goût entrepreneurial, ça, j'aime ça. Puis souvent, en fait, ces temps-ci, là, vu que les gens savent ce qu'on a fait avec Blick, puis tout ça, les gens vont venir me voir un petit peu. Ben moi, je vais les encourager, puis je vais essayer de les guider. Puis je sais que même le monde de l'entrepreneuriat à Québec, en optique, il y a vraiment beaucoup de gens. Fait qu'on se connaît tous, puis on s'échange des trucs. Fait que ça, c'est vraiment le fun. Fait que moi, quand il y a des étudiants qui ont ce goût-là, ben j'essaye, c'est sûr que c'est pas moi qui vais essayer de l'éteindre. Ouais, c'est moi qui vais essayer de le stimuler, les mettre en contact avec les bonnes personnes et tout ça. Je pense que c'est vraiment... tu sais, souvent, les gens... Il y a une grande mode là, sur... l'égalité, diversité, inclusion. Hein? Il faut vraiment... l'EDI, c'est très important, mais des fois, les gens ont une vision un petit peu, je pense, limitée ou un petit peu avec des œillères que, oui, mais la diversité, l'inclusion, c'est tout. Qu'est-ce qui est... tout l'écosystème de la connaissance en optique, là, c'est la science, c'est les professeurs, c'est les labos, c'est les compagnies, c'est les petites compagnies, c'est les grosses compagnies, c'est tout ça. Puis il faut vraiment... Faut pas faire son snob et dire « Ah, ben oui, eux autres, ils font juste vendre des choses. Moi, j'en invente. » Non. Tout le monde a sa place. Puis, en fait, justement, on peut apprendre de tous ces gens-là. Si on ne vend pas, tu n'as pas d'argent pour aller en chercher. C'est ça. Fait qu'on peut faire des collaborations avec ces gens-là. Puis ça, c'est vraiment toujours très motivant. Fait que tout le monde, Blick, pour moi, il y a des choses que j'ai appris chez Blick, que j'ai ramenées dans mon groupe de recherche. J'ai modifié mon groupe de recherche parce que j'ai appris à mieux le gérer. Puis il y a des choses que j'ai appris dans mon groupe de recherche que j'ai amenées chez Blick. Fait que moi, je pense que les deux, il y a des fertilisations croisées. Il y a des choses d'un côté qui s'appliquent à l'autre, puis tout ce que ça fait, c'est enrichir les deux milieux. C'est vraiment... c'est super intéressant. Puis, tu sais, là, on a parlé de champ de recherche, on a parlé de laboratoire de recherche, parce que c'est cerveau, laboratoire de recherche, on a parlé de compagnie, on a parlé de 6 cours à l'enseignement. Oui. Bon, là, comment on fait? Tu sais, je veux dire, réalistiquement, juste moi, là, avec ma maîtrise, mes petites affaires, là, il y a des journées qu'il faut que j'écrive toute une feuille de papier, puis je me dis genre, aïe, il y a tellement de stock, mais vous, comme, Oui, puis à ça, on va rajouter une famille de 4 enfants. Ah, OK, c'est vrai, je l'avais mis la famille de 4 enfants. Ouais. Ça, ça garde occupé, mais... Comment on fait pour pas dormir? C'est pas ça la question. C'est... j'ai eu différentes phases. J'ai eu des phases où j'étais à la caféine... quasiment sur une intraveineuse, là. Surtout dans les débuts où je travaillais vraiment très tard le soir et tout ça. Mais aujourd'hui, pour plein de raisons, là, je fais moins ça. Mais c'est sûr qu'à long terme, c'est rarement recommandé. C'est surtout ça, qu'on travaille dans le milieu médical. Oui, c'est ça, exactement. Mais je dirais, ce qui permet de rendre ça possible, c'est de se rendre compte... Ben, tu sais, j'ai plus de cheveux blancs que j'en avais avant, là. Puis je me suis rendu compte dans quoi j'étais bon. Puis je me suis rendu compte dans quoi j'étais moins bon. Fait que j'essaye pas de faire ce que je suis moins bon. Fait que quand il y a le COPL, puis il y a Blick, puis le cerveau, puis les cours, ben je vais me concentrer sur les choses où je suis vraiment bon, puis les choses que je suis moins bon, puis que d'autres sont meilleurs que moi, ben c'est tant mieux, je vais leur laisser. Puis je vais me concentrer à la place où j'amène quelque chose, j'amène de la valeur. Fait que dans l'enseignement,
par exemple, on va juste prendre l'exemple de l'enseignement, ben toute la partie des dépannages, de la correction, puis les devoirs, ben je vais me trouver un dépanneur, puis un correcteur, puis je vais leur parler, je vais les coacher, mais après, je vais les laisser aller parce que faut que ça soit corrigé pour certaines dates et tout ça. Je suis pas bon pour les deadlines. Les deadlines, c'est affreux. Fait que quand on dit, tu sais, comment je fais pour pas oublier, j'oublie tout. C'est la catastrophe. J'oublie tout le temps tout, puis je pense que être entouré de personnes, être entouré d'excellentes personnes, ça aide. Tu sais, dans tous ces milieux-là, on parle du COPL, de Blick du cerveau, de la famille, de mes cours, bien, je suis entouré d'excellentes personnes. Fait que ça, s'entourer des bonnes personnes, c'est vraiment super. Dans mon groupe de recherche, aujourd'hui, j'ai renommé mon groupe. Mon groupe s'appelait le DCC Lab. C'est devenu le DCCM Lab parce que j'ai Mireille Kemner qui a joint comme associée de recherche, qui est vraiment celle qui dirige le groupe avec moi. Ça m'a permis de me libérer de certaines choses, puis même d'amener le groupe plus loin. Chez Blick, ça a été Alicia au début, puis Mathieu, qui ont vraiment pris les choses, qui ont pris les choses. Puis le COPL, c'est un bon exemple. Il y avait des gens qui me parlaient, ben Daniel, tu serais-tu intéressé à être directeur du COPL? Puis il y en a qui me disaient, j'aimerais ça que ça soit toi. Puis je dis, non, je serais pas bon là, si j'étais directeur. Tant que je fais ce qui est dans mes forces. Exactement. Mais directeur adjoint, ça faisait mon affaire. Parce que moi, je pouvais parler aux gens locaux, aux gens du COPL qui m'intéressaient, les techniciens, les gens, le personnel administratif, pour s'assurer que la machine fonctionne bien. Puis ça, je le sais que ça, c'était dans mes forces. Fait que je dirais, on peut, en s'occupant de nos forces, puis en acceptant que ça ne sera pas toujours parfait, ce qui n'est pas toujours facile. Des fois, on veut que ça soit parfait. Je dirais même très difficile. Oui, c'est vraiment dur pour tout le monde. C'est difficile de déléguer. Oui. On le voit juste dans des travaux d'équipe, quand on est au bac, puis on pense que ça... On se dit, hey, plus jamais que ça m'est arrivé des travaux d'équipe demain, mais ça va être exponentiel en vieillissant. Oui, puis apprendre à bien déléguer les choses, c'est très difficile. Ça, en fait, c'est drôle que tu le dises comme ça, parce que ça, je l'ai vraiment appris avec Blick, parce qu'au début, on déléguait des choses, puis les gens étaient compétents et excellents, donc ça allait vite, mais si tu avais délégué un petit peu flou, ben le résultat, il était excellent pour la personne qui l'avait fait, mais c'était pas ce que moi j'avais demandé. Ouais, c'était pas ce que j'avais demandé parce que c'est pas ce que j'avais dit finalement. J'avais juste fait, moi j'appelle ça un brain dump. J'avais dit vite, règle ce problème-là pour moi, mais j'avais pas dit vraiment ce que j'attendais. Fait qu'apprendre à déléguer, je me suis rendu compte que c'était extrêmement difficile en fait. Parce que souvent, surtout à l'université, on est des très mauvais gestionnaires en général, parce qu'on est comme ça. Puis apprendre à dire, ben laisse-moi t'expliquer ce que j'attends de toi. Puis c'est ça, puis on peut en parler. Puis ça prend du temps à déléguer. C'est pas juste, fais ça à ma place, je suis plus capable, ça déborde. Ça marchera pas, ça. Fait que ça, j'ai un peu appris à mieux déléguer. J'ai un peu appris à me concentrer. J'ai beaucoup appris à me concentrer sur mes forces, mais surtout, je pense que je m'embarque pas dans des projets quand je suis pas bien entouré. Puis ça, c'est vraiment, je pense que c'est vraiment la clé, là, je pense. Autant au COPL, j'aurais pas embarqué si j'avais pas été adjoint à Sophie. J'aurais pas embarqué chez Blick sans Mathieu, puis Alicia, puis les autres, puis Bruno, ça marcherait jamais. Au cerveau, ma place, c'est pas du tout directeur scientifique, c'est pas... Non, ma place est ailleurs, puis je suis dans le quotidien des étudiants, c'est là que je suis heureux. Puis la famille, j'ai ma conjointe qui est absolument merveilleuse, puis j'ai des enfants qui font leur part. Fait que c'est vraiment, moi je dirais, c'est ces ensembles de facteurs-là qui vont permettre de rendre ça possible. Puis en autant que ça reste plaisant, on continue de le faire, puis quand c'est plus plaisant, on arrête de le faire. Je vais sincèrement pouvoir dire que j'en ai appris beaucoup pendant ce podcast. Honnêtement, là, vraiment, j'aime vraiment votre philosophie autour, peut-être pas juste de la science, mais comme de la science humaine aussi. Parce que, je veux dire, c'est un amalgame de toutes sortes de plein de choses. Tout à fait. Fait que vraiment, là, c'est tout à votre honneur. Je trouve que c'est vraiment incroyable. Puis, la dernière chose qui était... Il y avait les hobbies, mais ça, je pense qu'on va pouvoir peut-être le passer rapidement, mais il y a un truc qu'il fallait qu'on parle là, qui est notoire, on va dire. C'est votre gestion de courriel. Oui. Qu'en est-il de cela? Comment en êtes-vous arrivé à ça? La gestion. Combien, surtout, de emails? Trop. Quantitatif, ça prend une mesure. Les courriels, j'en reçois peut-être 100, 200 par jour. Puis je sais pas quoi faire avec. Prends AI qui classe tout pour vous. Oui, j'essaye d'en programmer un, mais ça marche pas très bien. Mais les fameux courriels. Ce que je trouve difficile avec les courriels, c'est que c'est trop facile d'envoyer un courriel. Fait que des fois, on pense que les gens ont oublié c'est quoi communiquer.
Communiquer, c'est pas envoyer un courriel qui a de l'information dedans. Ça s'appelle écrire un courriel. Communiquer, c'est dialoguer avec la personne au bout, c'est d'essayer de voir, tu sais, moi, j'aurais cette question-là où j'aurais besoin que tu fasses ça pour moi. Est-ce qu'on peut en parler? Ou j'ai de l'information pour toi. Voici l'information. Ça, c'est pertinent pour toi, gars. Viens, je vais t'en parler. Puis présentement, les courriels, il y a beaucoup de gens qui, premièrement, ne savent pas écrire des courriels. C'est trop long. C'est trop long, hein. Des fois, j'ai 50 mots, souvent, qu'on m'avait dit. Là. Oui, 50 mots. Puis surtout, dites dès le début dans votre courriel qu'est-ce que vous attendez du lecteur. Puis ça, c'est pas souvent fait. Puis ça fait que, tu sais, j'ai des gens qui écrivent des courriels, c'est long. Puis là, on se rappelle, Noé avait amené 2 sexes de chaque. Tu fais, s'il te plaît, plus vite, là, c'est qu'est-ce que tu veux de moi? Puis ça, c'est difficile. Fait que là, pour les courriels, je trouve ça difficile parce que la quantité est grande. 2, la clarté du message est souvent manquante. Puis ça, c'est tannant. Puis des fois aussi, il y a, puis ça, c'est la partie la plus difficile et la plus choquante, c'est que si aussitôt que je reçois un courriel, j'accepte de le gérer immédiatement puis de faire ce que la personne me demande, bien, ça veut dire que j'ai accepté que les autres géraient mon horaire. Je comprends. Hein? Si à chaque fois j'ai un courriel, je me dis, bien là, il faut que je réponde tout de suite, il m'a envoyé un courriel. Bien, OK, bien, tant qu'à ça, je ne me ferai pas d'horaire, je vais m'installer à mon ordinateur, puis je vais répondre au courriel, puis mon horaire de journée, il va m'être donné par les gens qui m'écrivent des courriels. Fait que ça, me faire dicter quoi faire par les courriels, je pense pas que c'est approprié. Il y a des choses à faire dans une semaine. Fait que j'essaye de planifier mes affaires. Puis, gérer tous les courriels, ben à partir d'un certain temps, justement, là, j'ai différents graphiques sur mes portes de bureau là, du nombre de courriels. Je n'ai pas vu, mais je vais aller les voir. Il y en a beaucoup des courriels dans une journée. Fait que moi, j'ai accepté qu'il y en a que j'aurais pas le temps de répondre. Puis c'est malheureux. Mais fait que là, j'essaye d'être clair avec les gens. Mais je trouve très difficile les courriels. J'aime mieux prendre mes petites papates puis aller voir les gens puis leur parler ou les appeler des fois. Ça peut marcher. Mais même un appel, c'est la même chose. Hein? Quand quelqu'un m'appelle puis je suis en train de faire quelque chose, je suis supposé arrêter de faire ce que je fais pour répondre au téléphone. Fait que je trouve les courriels envahissants. Puis souvent avec très peu de valeur. Tu sais, la personne, les gens peuvent écrire des courriels un peu, par exemple, Daniel, ça va être super important qu'on écrive la subvention, dis-moi quand tu es libre. Fait que, ouais, c'est mieux d'y aller plus... pas impératif, là, mais avec une suggestion, puis oui, non, tu sais, serais-tu disponible jeudi, là, non. As-tu des disponibles telle journée? Oui. Ou, parce qu'au final, la personne qui dit « Ah, ben tu me diras quand tu es libre », ben là, la personne a réussi à se débarrasser de quelque chose sur son bureau. Hein? Dans son bureau, c'était... sur le tien. Exactement, il est rendu sur le mien. Il est dans une pile sur le mien. Fait que la personne, elle a dit « Ah, ben c'est beau, faut que je fasse la subvention avec Daniel. Bon, parfait, dis-moi quand t'es libre. Parfait, c'est beau, c'est dans les mains à Daniel. » Ou je voudrais vous voir pour parler de telle chose, dites-moi quand vous êtes libre. Ou il faudrait vraiment reviser l'article, il est là, dites-moi quand vous aurez fini. Tout ça, ben des fois, là, il faut essayer de faire avancer les choses avec les courriels. Ben, mettons, j'imagine pour l'article, tu sais, j'ai highlighté des parties de ça. Dites-moi si, tu sais, des fois de guider un peu aussi, je trouve que ça l'aide que justement de donner comme une espèce de courriel avide, là. Pas de questions à la fin, pas de rétroaction, pas de quand, pas de date limite, pas de rien, tu sais, puis à travers en plus, comme vous dites, des fois 50 lignes de patente, c'est vrai que des fois ça devient mané comme c'est ça. Fait que moi je suis plus pour les courriels très courts, les courriels très clairs. Ma politesse, c'est de dire bonjour au début, mais ça s'arrête là. Puis on se concentre sur le message. Puis en général, les courriels que j'envoie, je reçois des réponses. Puis malheureusement, je ne suis pas capable de répondre à tous les courriels. Puis je dirais, la seule chose, je vais le dire officiellement sur ce podcast, là, à tous les gens à qui je n'ai pas répondu à vos courriels, dites-vous que c'était probablement parce que j'étais en train de parler à quelqu'un d'autre.
OK? Ça fait que souvent, c'est que j'aime mieux passer du temps à jaser avec mes étudiants, jaser avec des collègues, jaser, parler avec des personnes. Mettre en valeur vos forces. Exactement, que de répondre à des courriels. Fait que je suis vraiment désolé à tous ceux que j'ai déçus en ne répondant pas à leurs courriels, mais vous pouvez me réécrire un courriel. Ouais, la bonne nouvelle, c'est qu'ils savent la solution pour que vous répondiez. C'est ça, exactement. fait que oui, c'est un calvaire. J'ai fait différentes statistiques sur mes courriels, puis c'est pas drôle. Il y en a de juste trop. C'est malheureux. Je pense que votre approche est quand même nettement mieux que 99,9999999% du monde. Donc, il n'y a pas trop à s'en faire à ce niveau-là, je pense. Puis rapidement, là, on approche la fin du podcast. Ça a été super agréable, mais tu sais, il reste 2 petites questions qu'on va couvrir rapidement. Mm-hmm. La première étant les hobbies dans vos temps libres. Fait que tu sais, juste savoir un peu le personnage de Daniel Côté. C'est quoi qu'il fait dans ses temps libres? Oui. J'ai des temps libres parce que je me force des temps libres. Par exemple, les gens proches de moi savent que de 3h30 à 8h le soir, le lundi, je suis impossible à contacter parce que je suis au soccer avec les étudiants du COPL. Je joue au soccer. C'est nouveau, j'ai jamais joué avant. Je suis pas très bon, mais je m'améliore. Puis c'est le fun, tout le monde me donne des conseils, fait que c'est vraiment le fun. Puis fait que là, je joue au soccer. Ça, c'est un plaisir que j'ai découvert dans la dernière année. Puis après ça, je m'en vais chez nous. Je fais le souper avec la famille, puis je me dépêche d'aller au yoga. Je fais du yoga à tous les lundis soirs depuis très longtemps. En particulier parce que ça a réglé mes problèmes de dos, mais de toute façon, je trouve que c'est un moment... Avec le temps, c'était d'abord, je dirais, physique. Puis avec le temps, c'est un moment qui est vraiment mon moment à moi. Puis ça, j'aime bien ça. Fait que ça, c'est le lundi qui est vraiment très parti. Mon lundi, il est sacré, casé, il est sacré. Oui, c'est en plein ça. Bon, vous le savez, pas de email le lundi. Je ne les recevrai pas. Mon téléphone est barré. Il répond à rien, puis il ne buzz pas pour rien. Puis j'aime beaucoup mes petits projets que j'ai ces temps-ci. Là. J'aime beaucoup les petits projets d'électronique parce que c'est... Les DIY. Oui. Ah, ça, j'adore ça. Là. Puis là, j'étais en train de... Luc Beaulieu, un collègue à moi, m'a donné un Commodore, son vieux Commodore 64. Okay. Puis moi, j'étais un fan du Commodore 64. J'ai tout fait avec ça là, quand j'étais au secondaire. Puis là, il est brisé, fait que là, j'essaie de le réparer. Mais ça, c'est les vieux ordinateurs, me semble, les Commodore. Ah oui, oui. C'est ça. OK, puis de le réparer. Oui, là, j'essaie de le réparer parce que ce qui est super le fun dans ces ordis-là, c'est qu'en fait, quand tu l'ouvres, le board est... Tout est à découvert, là. Puis c'est des circuits discrets, là. C'est vraiment pas très compliqué, en fait. En fait, les manuels de la compagnie Commodore donnent tout le circuit de l'ordinateur. T'as tout. C'est open source. Oui, exactement. Le vieux open source. Puis là, j'ai découvert, là, à mon grand malheur, un puits sans fond de DIY, vidéo, YouTube, d'underground, de gens qui réparent des Commodore 64 et tout ça. Fait que là, je suis là-dedans, là, c'est absolument passionnant. Je retourne dans mes années de gossage de Commodore que j'ai fait. Là, j'ai tout fait sur cette machine-là, ça n'a pas de bon sens. Il n'y avait pas d'Internet, il fallait bien faire quelque chose. Fait qu'on gossait tout ça. Là. Fait que ça, ces petits projets-là, le Commodore, c'est une des affaires qui m'intéresse, mais tous les petits projets Arduino, puis des petites affaires à la maison pour le fun, là, ça, c'est d'automatiser. Je dirais, il y a beaucoup d'informatique puis d'électronique dans mes hobbies en général. Là. Puis je suis pas particulièrement bon, mais j'aime ça, puis je prends mon temps, puis à un moment donné, ça finit par marcher, puis je suis tout content. Fait que ça ressemble pas mal à ça. Puis j'aime beaucoup faire des choses avec mes enfants. En particulier, je cuisine avec un de mes garçons, Chef Lulu, qui a son canal YouTube. C'est ça pour vos enfants aussi. Oui. C'est le fun quand, en vieillissant, savoir quoi faire en arrivant en appart. Là, pas manger des toasts. C'est ça, exactement. Fait que de passer du temps avec la famille, puis tu sais, ça ne veut pas nécessairement dire se faire un horaire, puis aller jouer au tennis, puis aller. Des fois, c'est juste être ensemble. Puis c'est suffisant pour vivre, finalement, puis d'apprendre des choses, puis de juste avoir du plaisir. Fait que, en général, mes temps libres, c'est ma famille, c'est un petit peu d'électronique, puis un petit peu de temps pour moi. Ah, OK, mais c'est le fun à savoir, parce que je trouve que tu sais, des fois, je pense que les gens peuvent s'imaginer que vous êtes un super-héros qui prend pas de temps libre, c'est travail, mais je pense que c'est important tout le temps de mettre ça en valeur pour montrer aux gens que c'est un équilibre qui fait quelque chose de solide. Tu sais, je veux dire, quelqu'un qui fait juste travailler, à un moment donné, ben... C'est pas super. Ça n'a pas le choix de péter aux frettes à un moment donné. Ben non. Puis, encore une fois, tout ça est pas mal toujours rendu possible quand tu es bien entouré. Fait qu'on s'entoure des personnes agréables, des personnes compétentes, des personnes qui ont
des attitudes envers la vie qui te ressemblent. Il y en a que tout ce qu'ils veulent, c'est... Il y a des gens que tout ce qu'ils veulent, c'est être reconnus scientifiquement. Ils veulent un prix Nobel ou un gros article, tout ça. Puis moi, c'est sûr que je vais avoir de l'impact, mais c'est pas ça qui me drive. Moi, c'est de venir travailler puis jaser avec les gens. Fait qu'une fois qu'on est entouré des bonnes personnes, ça rend les choses possibles, ça libère du temps, puis ça remet les priorités en ordre. Puis je dirais aussi, avoir une famille, c'est splendide, c'est une belle combinaison. Moi, je pense que j'ai la meilleure job du monde. Là. Je changerai jamais. Là. Je changerai jamais. C'est vraiment parfait. Là. C'est un super beau segment. J'espère qu'il y a beaucoup d'auditeurs qui vont tomber là-dessus. J'espère qu'à travers vos cours aussi, des fois, ça va leur donner probablement une perspective complètement différente quand ils vont revenir dans les cours. Fait que j'en suis vraiment, vraiment ravi. On en arrive à la fameuse dernière question. C'est la même que je pose à tous nos invités. Puis on a eu quand même une belle variété de réponses, ce qui fait que c'est intéressant. Ce serait quoi votre meilleur conseil à donner pour un étudiant, soit je dirais cégep, baccalauréat, quelqu'un qui peut-être pas nécessairement sait qu'est-ce qu'il veut faire, mais qui est dans le bac, qui est là, puis qui a, on va dire, besoin de conseils? Qu'est-ce que vous lui diriez? OK, c'est une excellente question. Je pense que ma réponse va être rester curieux. Parce que quand on ne sait pas ce qu'on veut, ben il ne faut pas se fermer des portes. Fait qu'il faut essayer des choses. Puis si on reste curieux et dit « Ah, tiens, c'est drôle, toi, tu fais des choses qui sont différentes de moi. Ah, ben parle-moi-en. On pourrait en parler. Puis ah, c'est intéressant. » Puis de voir un peu ce qu'il y a. Puis couplé à ça, par contre, pas par contre, mais il y a quelque chose qu'il faut coupler à ça. On peut être curieux puis vouloir essayer des choses, mais si on a peur de l'échec, ah là, ça ne marchera pas. Fait qu'il faut avoir le goût d'essayer, le goût d'être curieux, essayer des nouveaux sports, essayer des nouvelles affaires, des nouveaux domaines, n'importe quoi, en fait. Il faut être curieux, puis il faut accepter que, hey, ça se peut que ça marche super bien, ça se peut que ça marche pas super bien, ça se peut que ça soit, entre guillemets, un échec, ce que je pense que des fois, c'est flou. Hein. Savoir qu'on est moins bon dans quelque chose, c'est pas un échec, c'est un gain, ça veut dire qu'on le sait maintenant. Mais la peur de l'échec, je pense qu'elle est beaucoup trop forte chez beaucoup de gens, puis beaucoup chez les étudiants. Il faut dire, ben là, attends un peu, là. Il y a les notes, puis il y a l'école, là, mais essaye donc d'apprendre des choses pour toi. Fait que rester curieux, tout en se disant que essayer des choses, c'est pas grave si ça marche pas. Puis on oublie un peu des fois, c'est parce que les gens disent « Oui, mais là, si je fais pas ça, ou si je voyage, puis je perds une session, qu'est-ce qui va m'arriver? » Là, vous avez le temps en masse, là. Okay? Vous avez le temps d'essayer des choses. Ça sera pas à 35 ans avec des enfants et une hypothèque que vous allez pouvoir dire moi je vais m'en aller en Europe étudier ou voyager. Ben c'est le temps quand on est jeune. Fait qu'il faut être curieux. Puis il faut laisser cette curiosité-là un peu nous amener un peu partout en disant ben ça se peut que ça soit le fun, ça se peut que ça soit moins le fun, ça se peut que ça soit un succès, ça se peut que ça le soit pas, mais on verra. Au final, c'est le voyage qui compte, c'est pas le résultat final. Ben oui. Tu sais, c'est ça, c'est le fun, c'est une belle réponse qui complète bien tout ce qu'on a eu. Tu sais, on avait que c'était plus se tenir proche, de se faire des gangs d'amis. Tu sais, on avait aussi justement de beaucoup persévérer à travers ce qu'on avait commencé. Fait que tu sais, on avait de toutes les couleurs. Ça a été vraiment un honneur de vous recevoir. Ça a été à la hauteur de mes attentes. Il y avait des fortes attentes. Le même de mon côté. Fait que je vous souhaite un super beau week-end. Merci énormément d'être venu. Puis on se dit à la prochaine. Super, merci. Bye.